Cette hebdo-édition du dimanche 20 octobre 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. La cérémonie œcuménique de prière pour Paul Biya reportée jusqu'à son retour, initialement prévu pour le 17 octobre. On apprend d'un communiqué signé d'Henri Eyebaïssi, agissant au nom du collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun, dont il est le vice-président, que l'événement est reporté à une date ultérieure après le retour au Cameroun du président Paul Biya. Un report qui alimente et provoque de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. On en parle. Le ministre de l'administration territoriale interdit tout débat sur la santé du président Paul Biya, après que le ministre de la communication et le directeur du cabinet ont démenti les rumeurs sur l'état du président de la République. Paul Atangandi a écrit au gouverneur de région interdisant formellement aux médias privés de débattre sur l'état de Paul Biya. Le courrier ordonne au gouverneur de région de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs de commentaires tendancieux. Ce midi, nous interrogeons la note du MINAD. A-t-il le droit de dicter à la presse ces sujets? A-t-il la légitimité? Force est tout de même de constater que sur le plan national, aucun média n'a débattu de l'état de santé du chef de l'État la semaine dernière et nous n'avons pas l'intention de le faire. Cependant, nous questionnons la sortie du MINAD, ses sorties en général, son influence au sein du pouvoir et même ce que deviennent la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifester sous Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Et pour sortir de cette émission, on parlera du débat sur la vacance du pouvoir qui s'intensifie après 45 jours d'absence de Paul Biya. Notons cependant que l'article 6, alinéa 4 de la Constitution du Cameroun ne reconnaît que 3 cas de vacances: le décès, la démission ou l'incapacité permanente constatée par le Conseil constitutionnel. On parle de tous ces sujets avec vous, Xavier Messé, vous êtes journaliste, bonjour et merci beaucoup, merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Je ne voulais pas arracher la vedette à quelqu'un qui est sur ce plateau, vous aurez l'occasion de la présenter, mais je n'aime pas particulièrement la boxe parce que je n'aime pas tout ce qui est violent. Mais j'ai vu les Camerounais s'agglutiner devant les écrans, devant les bars pour attendre la prestation de Nganou. Ils n'ont pas été déçus, moi aussi je n'étais pas déçu parce que c'est la victoire qui m'intéressait. Il a bien gagné. Merci d'être avec nous ce dimanche, Xavier Messé. À côté de vous, nous recevons Charles Dikam, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Dikam, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, le plaisir est partagé. Je salue vos très nombreux téléspectateurs, de même que je salue le panel présent. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Vous également? Écoutez, au-delà de la victoire de notre compatriote hier soir, oui peut-être ça fait partie des sujets dont nous débattrons, peut-être cette inquiétude grandissante des Camerounais, légitime. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Maître René Roger Bébé, avocat et militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. C'est moi qui vous remercie Léla, bonjour à tous mes co-panélistes et bonjour aux Camerounais. Sur la même question, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu Maître votre attention cette semaine? Oui. Au-delà du drapeau camerounais qui a flotté très haut par les prouesses sportives de notre compatriote Francis Nganou, que je félicite, et il y a ce communiqué que le PCRN a sorti pour fustiger l'attitude du président de l'ATP. Il faut le dire, les coalitions se forment, mais ce n'est pas l'occasion de se tirer dessus les uns sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est dit que demain, l'ATP ne se rapprochera pas de la coalition formée par le professeur Maurice Kamto et les autres, ou Akere Mounabale Genkol et les autres. Donc nous pouvons avoir des divergences d'opinion, mais ne perdons pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que les Camerounais demandent, le peuple camerounais demande à l'opposition de coaliser, d'aller en rang serré vers cette élection présidentielle. Et si nous voulons exaucer ce vœu des Camerounais, nous ne pouvons pas commencer à nous tirer dessus. Voilà ce que nous avons voulu dire dans notre communiqué. Est-ce que l'ATP du professeur Olivier Billet a réagi déjà ou pas? Oui, il a réagi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, nous regrettons un peu sa sortie parce qu'il a réagi pour justifier en fait les propos qu'il avait tenus. Pas pour s'excuser? Non, pas pour s'excuser. Pas pour s'excuser. Pardon? La coalition avec l'ATP est mal barrée, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Parce que même entre époux, il y a des frictions. Mais cela ne veut pas dire que le couple vole en éclats. Voilà.
D'accord. Merci en tout cas, maître, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons le docteur Marcel Simon, sociologue militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien le bonjour à vous Léla, bonjour au panel déjà présenté, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir, vous le savez, d'être sur votre plateau et de partager l'actualité avec vous. Alors, vous également, une actualité, un sujet qui a principalement retenu votre attention cette semaine. Oh oui, c'est vrai déjà qu'en off, je l'ai dit que je n'ai pas dormi toute la nuit parce que lorsque le Cameroun est mis en exergue quelque part, j'ai bien envie de voir comment ça va s'achever. Et rassurez-vous, j'ai pas trop souffert pour l'attendre. D'ailleurs... vous n'êtes pas resté éveillé pendant trop longtemps aussi. Oui, bon, c'est que la mouvance, les mouvements et tout ce qui allait avec, vraiment c'était un plaisir de voir le drapeau camerounais se hisser très haut, comme l'a dit Mel tout à l'heure, de voir comment notre frère Francis Nganou était dans la joie et dans cette émotion-là. Tu as du plaisir en ce moment à dire. Voilà. Oui, mais pour son fils, mais nous l'accompagnons tous dans ce processus-là, ça il faut le dire. Je crois qu'aucun Camerounais ne pouvait se désolidariser de Francis en ce moment-là. Il a eu une douleur, tout le monde a compati, et maintenant le voir agir comme il a agi hier, je crois que tous les Camerounais étaient contents et la fierté revenait au Cameroun, au vert au jaune. Merci en tout cas, docteur Marcel Simon, d'être avec nous ce dimanche. C'était annoncé pour le 17 octobre 2024, une messe écuménique à l'intention du chef de l'État et pour la paix au Cameroun, Henri Eyebaïssi, l'organisateur qui agit sous couvert du collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun est revenu. En fait, je rigole parce que je sais également que vous aviez Messé, vous êtes très proche du milieu catholique et des séminaires. Ouais. Alors, est revenu sur sa décision. Il annonce dans un communiqué que la cérémonie est reportée à une date ultérieure qui sera déterminée après le retour au Cameroun de Paul Biya. Alors, commentaire sur l'initiative. Justement, je le disais, vous êtes proche, vous êtes également un ancien séminariste, si je ne m'abuse. J'ai failli porter la soutane. Vous faites partie de ce Non, pas du tout. Je ne suis pas très associatif. Hein? Je ne suis pas très associatif. Est-ce qu'il le connaît même? Mais ce qui s'est passé, ça ne me surprend pas. Cela démontre une fois de plus un manque de coordination gouvernementale. Parce qu'un membre du gouvernement ne peut pas entreprendre une action et se faire recadrer par d'autres membres du gouvernement, fût-il le supérieur hiérarchique. Je pense qu'il y a là un mélange de zèle, de cacophonie, d'un déficit total de coordination de l'action gouvernementale. Parce qu'en fait, pour qu'un ministre pose un acte de ce genre, ça veut dire qu'il s'est référé préalablement à sa hiérarchie. Vous savez, tout ce qui se passe autour de l'absence du président de la République donne l'impression que chacun voudrait agir au maximum le plus vite pour se montrer le plus zélé, le plus dévoué. Et puis, le résultat est celui-là. Je vous assure que lorsque vous lisez la presse occidentale, la presse étrangère d'une manière générale, sur ce qu'elle dit du Cameroun, c'est pitoyable. On parlait de Francis Nganou. Je vous assure que lorsque vous voyez le drapeau du Cameroun flotter comme ça et que les médias du monde entier, le monde sportif vénèrent, saluent Nganou, c'est les rares nouvelles positives qui viennent du Cameroun. C'est les rares nouvelles. Sinon, vous avez en permanence ce genre de comportement gouvernemental et puis ainsi de suite. Et ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. C'est fait que les regards du monde entier sont tournés vers le Cameroun. Non seulement à cause de l'absence du président, mais cette cacophonie-là rend encore le Cameroun plus ridicule. Je ne dirais pas les Camerounais, parce qu'il y a des Camerounais comme Nganou qui posent des actes tout à fait responsables, je crois vous aussi, et puis tous ceux qui sont sur ce plateau. Merci beaucoup. Là s'arrête notre pouvoir d'observer, de critiquer, mais nous n'avons pas un pouvoir décisionnel. Mais si on peut continuer de le faire, je crois que... Moi, j'ai suivi cette énième cacophonie gouvernementale de manière tout à fait malheureuse. Alors, Charles Dicam, quel est selon vous le bien fondé, la pertinence d'une telle initiative dans le contexte actuel? Je précise, un contexte où la presse privée n'a pas le droit de parler de l'état du chef de l'État, du président de la République, pour ne pas faire répétition. Déjà, je n'accrédite pas ce que vous venez de dire, que nous n'ayons pas le droit. Il y a un avocat sur ce plateau. N'avoir pas le droit, ça repose sur un texte. C'est la première des choses. Deuxième des choses, et pour sortir, parce que vraiment c'est totalement inintéressant pour moi, quand je veux faire dire une messe pour un de mes parents, je vais à la cathédrale, je crois que ça coûte 1000 francs.
et il y a une intention de messe. Tout ce ramdam, c'est le cirque habituel de ces gens-là. Donc vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est une distraction dont on aurait pu se passer. Nous sommes déjà suffisamment ridicules comme ça, mais bon, manifestement, il y en a qui concourent à l'être encore plus. Ça ne m'intéresse pas. Docteur Marcel Simon, j'aimerais, avec la sociologue que vous êtes, qu'on analyse le comportement des acteurs en présence. Je veux dire, qui porte l'initiative? Le ministre Henri Yeba ici, sous le couvert du collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun, dont il est le vice-président. Qui est-il? Il est le ministre du cadastre, le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Un ministère qui actuellement est empiétré dans des scandales fonciers. En témoigne la commission mise sur pied pour enquêter sur les désordres et scandales fonciers au Cameroun. Je vais parler camerounais. Ceci explique-t-il cela? Non, je ne voudrais pas que l'on voie la chose sous cet angle-là, Lila. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on veut voir la chose sous cet angle-là qu'on arrive à voir des analyses que j'ai pu entendre, par exemple, du journaliste Messi tout à l'heure, que je respecte énormément, ça il le sait. Moi, je voudrais qu'on voie la chose aussi simplement, c'est-à-dire l'intention aussi simplement. Tout à l'heure, Charles vous a dit, lorsqu'il veut faire une messe pour quelqu'un, lorsqu'il veut prier pour quelqu'un, on n'a pas besoin de faire un tabou là-dessus, que ce soit du côté des catholiques comme des protestants, quelle que soit, n'est-ce pas, l'obédience religieuse, on peut la faire. Il n'a pas parlé de tabou, il a parlé de ramdam. Oui, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend. Hein. Non, donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que des messes ont généralement été faites dans ce pays, ça vous le savez. On a vu des ministres délibérément s'asseoir et prier pour des situations ponctuelles ou précises. Je ne vois pas où est le véritable problème. On a également vu un évêque rappeler justement ces ministres lors d'une messe, leur dire que oui, c'est bien de prier, mais si vous continuez dans vos attitudes qui ne font pas avancer le Cameroun, ça ne sert pas à grand-chose finalement de prier. Exactement. On a vu également Dieu rappeler. Voilà, oui, rappeler un peu alors de dire la prière va avec un ensemble de comportements. Si on est dans la logique si on a une reconnaissance, parce que là déjà il faut l'avoir, c'est une reconnaissance qu'il y a un être suprême, sachez qu'il y a des comportements qu'il faut adopter. Donc moi, je n'ai pas de problème avec l'intention de prière qui a été soulignée ou encore moins le report. Vraiment, je n'ai pas de véritable problème avec ça. On a vu au niveau de... Comment on appelle au stade japonais. Vous n'avez pas de problème à ce qu'un ministre soit rappelé à l'ordre, enfin, qu'il prenne une telle initiative sans visiblement contacter la hiérarchie? Je vais y arriver. Je commence d'abord par le fond de la prière. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de prier. Je commence par le fond. Maintenant, on va évoluer. C'est là où je disais, moi, je n'ai vraiment pas de problème avec l'objectif même de l'action, c'est-à-dire prier. Maintenant, le véritable problème qui se situe, et je n'ai pas envie de dire je vais donner raison, non, mais je dis le véritable problème maintenant, c'est est-ce que lorsque le ministre a organisé ou alors a pensé une telle idée, parce que généralement il faut penser, est-ce qu'il s'est rapproché de ses pairs pour pouvoir voir la faisabilité de son idée? Voilà le véritable problème qui va se poser, et voilà d'ailleurs le véritable problème qui se pose. Est-ce que le ministre, lorsqu'il a pensé son idée, il s'est rapproché de ses pairs pour qu'ensemble on essaie de voir déjà si l'idée est possible, si l'idée est acceptée, parce qu'il pouvait bien penser une idée, mais qu'une fois signalée aux autres, on ne trouve pas la nécessité de le faire. Ça, il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Donc vous dites la même chose que Xavier Messé, sauf que vous refusez d'appeler ça la cacophonie gouvernementale. Non, je ne veux pas utiliser ce mot. Je ne suis pas dans cette cacophonie. Je ne veux pas entrer dans le concept de cacophonie, mais je dis l'idée maintenant conçue par une tierce personne en elle-même n'est pas mauvaise. Mais maintenant, lorsqu'il a eu son idée, il l'a mise sur pied. On a quand même un chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Alors lui étant ministre, la logique aurait voulu qu'il essaye de voir ses pairs et qu'ensemble, il voit la nécessité de mettre en pratique l'idée et de voir comment on va concrétiser cette idée-là. Donc voilà simplement où est le problème. Mais si c'est dans le fond et dans l'action même concrète, je ne trouve pas de problème. Maître René. D'autant que je pense que son appartenance au gouvernement ne le dispense pas de ce qu'il nous impose à nous autres lorsqu'on veut organiser une manifestation publique. La première des personnes qu'il aurait dû aller voir, c'est à Tangandji, puisque ça avait lieu dans un lieu public, etc. C'est ce qui nous impose. C'est ce que nous disons tous, voilà, okay. Je crois. Très bien. Maître René Roger Bébé, dans quel cadre est-ce que vous rangez cette initiative? Politique, cadre religieux? Non, politique. Et pour mieux le comprendre, il faut se souvenir que nous évoluons au Cameroun dans un système essentiellement clientéliste. Un système baigné dans le népotisme, c'est-à-dire où on n'accède pas aux positions de pouvoir ou de mangeoire
de par un certain mérite, forcément. On y accède par le népotisme et le clientélisme. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Parce que si le ministre Yébé Ayessi entreprend de faire cette prière-là, d'abord ce comité, moi c'était la première fois d'entendre qu'il existe. Le grand frère qui est proche des catholiques n'a pas confirmé qu'il est au courant de l'existence de ce lugubre. Que j'ai qualifié de lugubre ou de fou. La première édition de cette prière a eu lieu quand même en 2022, il faut le dire. Bon, moi, je dis, moi, je n'étais pas au courant. Non, il y en avait déjà. Je n'étais pas au courant. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'ils attendent 4 ans pour organiser la deuxième édition, alors pour prier. Alors que le Cameroun traverse des crises et des crises pas possibles. Donc ça, c'est un. De deux, je suis tout à fait d'accord avec ce que oui a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas trop intéressant. Mais puisque vous posez la question, on va quand même en parler. C'est l'excès des ailes. Il s'agit de faire l'excès des ailes pour montrer au président de la République, s'il revient, que voilà ce que j'ai fait. Personne ne veut être derrière. C'est ça le problème. Et il n'innove pas en cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous souvenez, le ministre de la Santé, empêtré dans des scandales pas possibles, qu'est-ce qu'il avait trouvé bon à faire? C'était d'écrire ce qu'il avait appelé un livre. Mais un livre qui n'était en réalité que la compilation de 200 citations du président de la République. Vous comprenez? S'il Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà le livre. Deuxième citation. Qui sont-ils? Troisième citation. Me voici donc à Yaoundé. Voilà le livre. À Douala. Me voici donc à Douala. Voilà le livre. Donc en fait, nous sommes habitués à l'esbrouf. C'est l'esbrouf tout simplement. Donc ma voisine, docteur Simo, voilà, excusez-moi, docteur Simo ne peut pas dire qu'elle ne voit que la messe, qu'elle ne voit rien d'autre derrière. C'est normal, on peut la comprendre, dans du RDPC. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de prier. Parce que pour prier, tu n'as pas besoin d'aller en public. Tu n'as pas besoin d'aller en public. Donc, il s'agit tout simplement de faire dans l'excès des ailes. Sauf que le ministre a dit qu'il voulait justement associer les Camerounais à cette prière. C'est peut-être pour ça qu'il allait en public. Mais sauf que lorsqu'il faut manger, lorsqu'il faut partager les terrains du Cameroun, on n'associe pas les Camerounais. On n'associe pas les Camerounais. Nous venons de traverser, et quand je dis nous venons de traverser, parce que nous ne vivons pas là-bas, les populations de l'extrême nord, ce qu'elles vivent depuis, ça ne méritait pas des prières? Oui. Ou bien eux, ils ne sont pas camerounais? Ce qu'on vit dans on ne les entend pas. Voilà des gens qui se réclament fervents chrétiens. Mais la Bible dit quoi? Que même dans le secret de ta chambre, le Dieu t'entend. Tout ce ramdam-là, c'est pourquoi faire. Là, nous passons à plus important. Les populations du département de la Sanaga maritime ont vécu ce que nous savons tous, notamment dans l'arrondissement de Massouk-Sonlolo. Oui. Ça ne méritait pas une prière. Vous avez vu qui sortit? Vous avez vu qui? Ils ne prient pas que pour le chef de l'État, ils ont dit pour la paix au Cameroun également. Et le prétexte, c'est quoi? Le prétexte, c'est quoi? Très bien. Donc je voulais dire que là, c'est à tort qu'ils disent qu'on associe les Camerounais. Tout ça, c'est de l'esbrouf. Parce que quand il faut manger, ils mangent entre eux. Quand il faut partager les terrains, ils partagent les terrains entre eux. Quand il faut partager les marchés publics, c'est entre eux et leurs proches. Ils n'associent pas les Camerounais. Pourquoi pour prier maintenant, on demande aux Camerounais de venir prier pour eux? Merci maître. Le ministre de l'administration territoriale interdit tout débat sur la santé du président Paul Biya, après que le ministre de la communication et le directeur du cabinet civil aient démenti les rumeurs sur l'état du président de la République. Paul Atangandi a écrit au gouverneur de région interdisant formellement aux médias privés de débattre sur l'état de Paul Biya. Alors, Xavier Messé, vous êtes journaliste, cette lettre s'adresse donc également à vous. Paul Atangandi, est-ce qu'il est dans ses compétences? Je veux dire, en tant que garant de l'ordre au Cameroun, est-ce qu'il a qualité pour dicter aux rédactions les sujets dont qu'elles doivent traiter? Il a cette délicate mission de veiller sur la sécurité des Camerounais. Ça, c'est sa mission, ça relève de ses compétences. Vous voyez, je voulais d'abord dire que le ministère de l'Intérieur, ce que nous appelons ici administration territoriale, c'est un ministère extrêmement délicat. Il est délicat parce que il faut gérer l'administration dans son ensemble, il faut gérer des associations, il faut gérer des hommes, il faut gérer les collectivités, c'est très 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 difficile. Et d'une manière générale, c'est un ministère, compte tenu de ce que je venais de dire, c'est un ministère qui est en permanence dans l'actualité. Parce que
les hommes qu'il doit mettre en ordre, les textes qu'il faut respecter, la sécurité, parce que vous savez, dans d'autres pays, c'est ces ministères qui gèrent la police, donc la police urbaine, la police de grande ville, donc c'est ça. Alors, on confie souvent ces ministères à des brutes, je dirais même à des brutes et à des truands. Je m'excuse. J'emprunte cette expression-là au fameux film que vous connaissez, Le Bon, la Brute et le Truand. Ce n'est pas des bons qui dirigent ces ministères. Je ne vais pas généraliser parce que nous avons eu quand même dans ces ministères des personnes très intelligentes, très racées, très courtoises. Je pense notamment à René Emmanuel Sadi. René Emmanuel Sadi, qui est une personne d'une finesse exceptionnelle. Je pense à Marafa, où on n'a pas entendu tout ce boucan. Non, on n'a pas entendu tout ce boucan. Alors quand je dis que c'est un ministère, compte tenu de sa délicatesse, on confie ça pas aux bons, mais on confie aux brutes et aux truands. Vraiment, ça peut paraître peut-être ridicule, mais c'est ça. Si je prends le cas de la France que je connais assez bien, les ministres qui sont passés là-bas et qui ont fait parler de manière énorme, c'est... Je pense à Charles Pasqua. Récemment, Poniatowski. Voilà, Poniatowski, Sarkozy. Mais c'était des brutes. Des brutes. L'autre même, il est brut et truand. Ça, il faut le reconnaître. Et Sarkozy est passé là aussi. Vous savez, il est tout sauf un type tendre. C'est à la limite même. Enfin. Donc, c'est un ministère très délicat. Et le chef de l'État a vu le profil de M. Atangandji qui correspondait à la tâche. Fait peur, passer de communiquer parfois d'une rédaction assez douteuse, gronder les gens, faire le travail du ministre de la Communication, faire le travail du ministre de la Santé, faire le travail de pratiquement tous les ministères, et pourquoi pas le Premier ministre. Donc, je vais dire que le comportement de ce personnage ne me surprend pas. Qui veut y remplacer le président du Conseil national de la communication? Qui veut remplacer tous les autres ministres? Ça ne me surprend pas. Mais le problème est que c'est lui qui l'a mis là-bas, il sait pourquoi il l'a mis là-bas. S'il ne lui faisait pas un travail dont il attend des résultats, je crois qu'il aurait déjà envoyé ailleurs. On l'aurait déjà ramené à l'ordre plusieurs fois. Mais si vous demandez aux Camerounais qu'est-ce qu'ils pensent de M. Atangandji, je ne suis pas certain, beaucoup vous diront de bien de lui. Je ne crois pas. En commençant par les journalistes, dont j'en fais partie, parce que il menace des rédactions. Je ne me vois pas en train d'éditer, de rédiger mon éditorial en fonction des humeurs de M. Atangandji. Non, non. Et je suis sûr que si la justice est juste et si le Conseil national de la communication fait bien son travail, mon éditorial ne sera pas sanctionné. Je suis sûr que je ne perdrai pas un procès pour ça, parce que je sais ce qu'il faut faire. Donc, il fait peur à une certaine catégorie de personnes dans des rédactions qui ne sont pas peut-être structurées, voilà, suffisamment outillées dans le cadre de leur travail. Et je crois que si chacun faisait son travail, nous sommes en train de parler d'un sujet ici. Je pense que nous savons où nous limiter, nous savons ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On connaît la délicatesse du sujet, on connaît nos responsabilités. Je n'attends pas du tout que le ministre Atangandji une ministre de l'administration territoriale vienne me dicter ce que je vais faire. Alors, Maître René Roger Bébé, est-ce qu'il y a un dispositif légal et juridique interdisant à des journalistes de parler de la santé du président de la République? Très bonne question, Leila. Il faut savoir que, première chose, la liberté de communication, la liberté d'expression, en général, est prévue et garantie par la Constitution, oui, qui est le texte suprême en République, par la Constitution. C'est vrai, cette liberté doit s'exprimer, doit être exercée dans les limites quand même prévues par la loi, parce qu'on ne peut pas laisser libre cours à tout. Mais il faut que ce soit la loi qui impose des limites, la loi. Même pas le président de la République, la loi, c'est-à-dire le Parlement. À ma connaissance, vous m'avez cité comme avocat, c'est vrai, mais l'avocat ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Donc, mais à ma modeste connaissance, il n'existe pas une loi qui interdise aux journalistes de parler de la santé du président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce débat induit un autre.
c'est quoi? C'est que la santé du président de la République relève-t-elle de la sphère de la vie privée de l'individu Paul Biya ou de la sphère de la vie publique? Voilà le débat fondamental qui est derrière. Et je dirais donc que, comme tout être humain, comme tout individu, le président de la République, Paul Biya, M. Paul Biya, a droit à la vie privée. La vie privée qui inclut ses amours, sa religion, l'éducation qu'il donne à ses enfants, sa santé, par exemple, puisque nous parlons d'elle, la santé. Donc, ça relève de sa vie privée. Et à ce titre, on ne doit pas en parler. Sauf que, le président de la République, M. Paul Biya, n'est pas un Camerounais ordinaire. C'est un mandataire de la République, c'est-à-dire tous les Camerounais, dans le cadre du contrat social, lui ont donné une procuration à travers le vote, d'agir pour eux. Et si les Camerounais ont porté leur choix sur lui, c'est parce qu'on a estimé que physiquement, intellectuellement, mentalement, il en avait les capacités. Dès lors, si il arrive qu'on doute sur ses capacités physiques, mentales ou autres, à poursuivre cette mission, vous comprenez que la santé de l'individu Paul Biya va basculer de la sphère privée vers la sphère publique. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut donc pas interdire aux journalistes et aux Camerounais de parler de la santé. Pour preuve, c'est le directeur du cabinet civil, le ministre Vondrayolo lui-même, qui a pris un communiqué pour parler au public de la santé du président Paul Biya. Si c'était une sphère de la vie privée de M. Paul Biya, il n'aurait pas envie de parler de ça au public. Je pense que depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais vu un communiqué du directeur du cabinet civil ou de tout autre organe nous disant comment M. Paul Biya a passé la nuit avec son épouse. Jamais. Parce que ça n'intéresse pas le public. Ce n'est pas important pour qu'il exerce ses missions. Donc voilà la preuve que la santé du président de la République intéresse les Camerounais. Les Camerounais doivent en être informés spontanément, sans qu'ils aient à demander l'information. Ils doivent en être informés. Très bien. Et les Camerounais doivent et peuvent donc en parler. Voilà. Docteur Simo, le Conseil national de la communication, a une cellule de veille. Le ministère de la Communication également a tout un observatoire. Quelle est la pertinence de cette sortie de Paul Atangandi? D'autant plus qu'on le sait, le ministre de la Communication, il avait déjà fait une sortie. Le directeur du cabinet civil, lui également, a fait une sortie. Effectivement, Léla, il faudrait bien qu'on observe la chose encore autrement. Moi, je vais vous avouer, j'ai été très ravie d'écouter Xavier tout à l'heure à sa première prise de parole. Et pas maître René Roger Bébé. Léla, permettez. J'ai été très ravie d'écouter Xavier tout à l'heure parce qu'il a parlé vraiment à ce journaliste sage et intelligent que je connais. Mais je vous dis quelque chose, Léla, et je l'ai toujours dit sur ce plateau. Chaque fois que nous allons analyser ou alors observer Atangandi sur la forme, sur les éléments qui sont lancés comme ça de manière disparate, on aura toujours ce genre de réaction. Entrons dans le fond. Sur quoi est-ce qu'on doit l'observer? Il vous a dit quelque chose de pertinent. Le ministre de l'administration territoriale est le garant de l'ordre public au Cameroun. Il n'a jamais interdit aux Camerounais de se soucier de la santé de leur chef de l'État. Non. Mais ici, moi, j'ai vu dans ce communiqué une mise en garde. Be careful. Parce que vous allez commencer à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu comment Maître a glissé lorsqu'il s'est limité uniquement à la Constitution. Pourtant, moi, je m'attendais qu'il arrive au Code pénal, en son article 113, qui met l'accent sur la propagation des fausses nouvelles. Et moi, je vois directement le communiqué du MENAT comme une mise à garde. Vraiment. C'est un débat que vous ne maîtrisez pas. Et j'ai bien peur que vous commenciez à dire des choses que vous ne connaissez pas. Il n'a pas interdit les uns et les autres à parler de la santé. C'est leur père, c'est leur présent, comme m'a dit Maître tout à l'heure. Le chef de l'État, c'est le chef de tous les Camerounais. C'est le père de tous les Camerounais. Donc il est de bon ton qu'à un moment, quelqu'un vous dise où est le père. D'ailleurs, j'ai félicité les présidents de partis politiques qui ont écrit au cabinet civil pour demander où est le chef de l'État. Et directement, ils ont eu réponse.
Ça, c'est la réaction normale. Mais maintenant, s'asseoir sur le plateau, que l'on revienne encore à ce qui s'est passé au 3 juin 2004, vous vous souvenez, où on a commencé à vous dire le chef d'État est mort, et ça a créé tout ce que ça a créé. Jusqu'au 9, il atterrit à l'aéroport tout souriant et demandant à un journaliste s'il croit aux fantômes. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Moi, je crois que c'est ça le véritable. C'est-à-dire, le message du MINAT est simplement là pour nous interpeller. Je vais dire, en 2024, on n'en est pas arrivé là. D'ailleurs, même la fausse rumeur qui est arrivée, c'était sur une chaîne étrangère. J'ai entendu une chaîne vous dire. Aucune chaîne basée au Cameroun. Les gens, non, c'était pas une chaîne. Oui, en 2004. Mais je veux dire, je me souviens très bien. Mais en 2024, nous sommes en 2024, on vous a dit quelque part en Afrique une chaîne. Mais c'est pas au Cameroun. Je veux dire, sur quelle télévision camerounaise a-t-on spéculé sur la vie ou la mort du chef de l'État? Léla, je ne veux pas entrer vraiment ou alors citer les différents médias, mais nous sommes d'accord. Je peux me tromper, mais je pense que nous sommes très d'accord. En 2024, tous les médias ont été responsables sur la question. C'est pas la première fois que, entre guillemets, que l'on tue le chef de l'État. Entre guillemets, je dis bien. Moi, je me rappelle pendant la Covid, il y a des citoyens, surtout les acteurs politiques, qui vous ont démontré que le chef de l'État était mort. D'ailleurs, on l'appelait un moment mort-vivant. Après, même, on a appelé survivant. C'est-à-dire, il y a eu tellement de noms à son expérience pour le message. Tout le monde le sait. Sur des plateaux, on marche avec ces gens tous les jours, où il y a tout un parti qui vous avait démontré que le chef de l'État est mort. Au point où, lorsqu'on a fait le 31, au soir du 31 discours de fin d'année, des gens vous ont démontré que non, l'oreille ici, elle a été collée, la bouche. Vous vous souvenez, Leïla? Donc, moi, je pense que le MINAT est dans un aspect de recadrage. Mais vous a dit que sur le pertinent, nous sommes dans un état de droit où la démocratie devrait régner, ou du moins règne. Moi, je dis elle règne, où la liberté devrait se faire ressentir. Mais à chaque fois, ce que moi je dis aux gens, c'est que vraiment, sachez, et quelqu'un d'ailleurs l'a dit, que votre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc, quand vous voulez poser des actes, est-ce que vous voulez agir, oui, mettez-vous à l'esprit que vous êtes libre. Mais à un moment, dites-vous, est-ce que ma liberté me permet d'aller jusqu'à ce niveau? Et lorsque vous poseriez cette question, vous agirez avec sagesse, maturité et beaucoup de prudence. Et je crois que donc les deux sorties, Mincom, DCC, les deux sorties n'étaient pas suffisantes. Et j'allais aller plus loin. J'ai toujours dit les deux sorties n'étaient pas suffisantes. Non, c'était suffisant. Mais pourquoi est-ce que vous jeûnez quand le MINAT renchérit en appuyant? Le DCC a été clair, le Mincom a été clair, mais permettez que le MINAT vienne mettre, j'ai envie de dire, un peu de cube dans la sauce. Simplement, voilà comment je perçois. Toujours en termes de nourriture. Alors c'est ça. Vous l'aviez dit, hein, mais vraiment. Mais n'entrons pas. Et puis, il me ramène à un élément. Vous vous souvenez, chaque fois on tire sur le MINAT. Et je lui avais dit sur ce plateau, lorsqu'il y avait histoire MINAT, PSRNN, je disais toujours aux gens, vraiment, les agissements du MINAT ne vont pas déterminer les actions d'un parti politique. Faites votre travail et la suite vous donnera raison. Aujourd'hui, ils sont très constants. Oui, aujourd'hui, ils sont contents. Ils ne vont plus dire que dans le MINAT avait fait que parce qu'ils ont gain de cause. Je dis souvent, essayez de voir les actions. Ça voudrait également dire que le MINAT peut se tromper. Non, c'est pas ce que je dis. Mais essayez de voir les actions du MINAT plus en profondeur. Et vous seriez beaucoup plus sage par l'avenir. Bon, je sais pas. Charles Dicam, sujet d'exposé, Charles Dicam. Si je vous dis Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale et les libertés au Cameroun. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifester. Je veux dire, comment se portent les libertés au Cameroun depuis l'arrivée du ministre Paul Atangandi à la tête de l'administration territoriale? Je voudrais rappeler aux Camerounais qui peut-être l'ignorent que dans ses prérogatives, il y a également une certaine direction qui est supposée s'occuper des sinistres. La protection civile. Très bien. Je ne l'ai pas beaucoup entendu. Même pas un peu. Ni cette direction, ni lui, le ministre de tutelle. Non seulement je ne les ai pas entendus, mais je ne les ai vus nulle part. Voilà à quoi il devrait donner grande publicité. Sans vous couper, je le vois très en mouvement. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, il agit plus qu'il ne parle, sans vous couper. Non, il est venu faire les photos sur un pont. Je vous en prie, sans vous couper. Allez-y, Charles Dicam. Si agir, c'est venir avec des couvertures. Chaque fois que le sinistre est survenu. Mais je pense que le rôle de cette direction, c'est d'anticiper. Et elle est largement approvisionnée financièrement pour le faire. J'ai dit il y a peut-être un an
Et j'ai cru que lui qui suit tellement l'actualité et les hommes politiques sur les chaînes de télévision, de temps en temps s'emparait de quelques bonnes idées. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'il y a une catastrophe, nous n'avons pas, même des chiens renifleurs, nous n'avons pas. Oui. Je dis bien chiens renifleurs. C'est-à-dire que pour aller dans les décombres et détecter une vie qui est encore possible de sauver. Alors, quand cette direction a un budget qui se compte en milliards, que tous les citoyens que nous sommes, moi j'ai un chien, un berger allemand, je sais combien il m'a coûté. Vous pensez que c'est cette direction qui est incapable d'avoir des chiens renifleurs? Voilà des choses sur lesquelles ce monsieur devrait s'attarder. Maintenant, vous savez, Xavier a tout à l'heure parlé de prédécesseurs. Je voudrais être délicat tout en étant précis. Ce ministère doit être tenu par quelqu'un qui est outillé, complètement outillé. On n'a pas besoin de bruit pour le tenir. Les deux exemples que Xavier a cités, je pense qu'ils n'ont pas commis de gaffe et pourtant ils ont bien tenu leur ministère. Je pense que même si on rentre dans l'idée qu'a émise le docteur Simon en disant que oui, il voulait simplement dire que attention, il y aurait une limite que vous ne devrez pas franchir, mais même ça est son rôle. On parlait tout à l'heure de cacophonie gouvernementale. On a eu sur un seul sujet 3 sorties. 4 même. Une sortie, je pense, qui a fait plus de mal que de bien, où quelqu'un nous dit qu'un être humain de 92 ans est en excellent état de santé. Je veux dire, c'est une insulte à notre intelligence. C'est impossible. Moi qui en ai quasiment 32 mois, dire que c'est impossible. D'être en excellent état de santé. Excellent état de santé. Bon. Subitement, tous les Camerounais sont ces médecins, alors. Encore que je l'ai dit, on ne parle pas de l'état du chef de l'État. Voilà, on ne parle pas de l'état de santé du chef de l'État. Ce à quoi nous allons nous en tenir, oui. C'est les prérogatives du ministre de l'administration. Est-ce que ça rentre dans oui. Les prérogatives du ministre de l'administration territoriale, l'état des libertés depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Bon, je voudrais rappeler une chose, c'est que le président de la République est celui qui, comment dirais-je, celui en qui les Camerounais ont confié leur vie. Qu'ils s'inquiètent, et on ne peut plus légitime. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours dans la réaction et pourquoi jamais ce gouvernement n'est proactif? Ailleurs, il y a des bulletins de santé. Où voyez-vous un chef de l'État qui se déplace sans que ces populations ne sachent où il est, pour combien de temps? C'est facile hein, comme communiquer. Le président de la République se déplacera, il assistera à tel, puis prendra quelques jours de repos pour être de retour à telle date. C'est comme ça que ça se fait dans toutes les sociétés civilisées. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un s'inquiéter jusqu'à ce qu'on commence à voir donc des endroits où il était supposé aller, mais où il n'était pas? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Si on avait anticipé à ce moment-là aussi, si cette sortie avait eu lieu à la veille, notamment de la francophonie, pour dire le chef de l'État ne pourra pas y aller, parce que en ce moment on privilégie son repos, personne n'aurait été dans tous les sens où ça a été. Jusqu'à date, je connais des camarades de Dr Simon qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ont dépensé l'argent pour aller se mettre le long du boulevard du Vin, mais au moins 3 fois déjà. Le docteur Simon a également parlé des spéculations qu'il y a eu par le passé. Peut-être qu'il pourrait justifier cette sortie des spéculations qu'il y a eu par le passé sur l'état du chef de l'État. Nous sommes en 2024. Oui, entre 2024 et 2024. Non, je veux dire 2018, 2022. Il y a un outil qui a pris le pouvoir. Le téléphone portable et Internet. Donc nous ne pouvons pas comparer des époques qui ne sont pas comparables. Non, je veux dire en 2022... On pouvoir avoir libre cours parce qu'on avait peu de moyens. Aujourd'hui, vous avez des gens qui savent à partir d'un téléphone portable vous dire quels sont les avions qui sont en l'air en ce moment. Tous.
Non, le docteur Simon parlait des spéculations qu'il y a eu l'année dernière, l'année surpassée, sur le chef de l'État. Voilà, sur le chef de l'État. Est-il toujours bien important? Vous avez oublié? Mais, au point où lors d'un discours, on se souvient justement lors d'un discours... Les oreilles, c'est pas ça, le nez, l'œil là, le sourcil, c'est pas bien ficelé, vous avez oublié? Mais docteur Simon... Spécial parti politique, je ne veux pas entrer là. Docteur Marcel Simon, vous n'avez pas vérifié les cartes de ces personnes qui parlaient sur les réseaux sociaux. Voilà. N'entrons pas là-dedans, n'attribuez pas ça à un parti politique. C'est faux, archi faux. Des Camerounais le disaient, vous n'étiez pas au courant. Des Camerounais l'ont dit, mais il y a 30 millions de Camerounais, docteur Simon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous voulez que les 30 millions de Camerounais le disent ce qui nous arrange, non? Non, c'est parce qu'il y en aura toujours pour faire des dérapages. Comme dans votre parti politique, il y en a qui font des dérapages en permanence. Nous sommes d'accord. Bon, voilà. Alors, donc, pourquoi voulez-vous qu'on attribue, qu'on fasse de ces dérapages-là une généralité? Non, il y en aura. Il y en aura toujours qui diront tout et n'importe quoi. Je dis, pour que ça n'ait pas lieu. Oui. Qu'on communique. Très bien. Tout simplement. Xavier, mais c'est le ministre de l'administration territoriale a donc pris cette décision. Les médias nationaux ont obtempéré, je n'ai pas envie de dire ont obéi parce que ça va être très réducteur. Le ministère de la Communication n'a pas réagi. Officiellement, le Premier ministre, chef du gouvernement, officiellement, n'a pas réagi. On se souvient d'ailleurs de l'épisode de Grand Dialogue National, là non plus il n'avait pas réagi. On se souvient de la sortie concernant le ministre de la Santé, personne n'a réagi, le Premier ministre n'a pas réagi. Ceci m'amène à interroger le véritable pouvoir de Paul Atanga Nji au sein de l'appareil gouvernant. Je veux dire, comment est-ce que vous analysez son influence? C'est facile. C'est facile. Il gère la police. Il gère la police. Vous savez, les Camerounais ont peur de deux choses. Les Camerounais, le Premier ministre compris? Les Camerounais, d'une manière générale. Les Camerounais... Attendez, si vous voulez... allons par étapes. Son influence... Essayons d'aller par étapes. Parce qu'il y a le Premier ministre qui dit une chose, il y a le ministre de l'administration qui le contredit, personne ne dit rien. Xavier, quand vous dites qu'il gère la police, Mbangangele fait quoi? Allez-y, Xavier Messé. J'aimerais qu'on analyse son influence au sein de l'appareil dirigeant. Tout à l'heure, en essayant de schématiser un tout petit peu les missions qui sont assignées au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Administration territoriale, oui. Il y a la gestion des hommes et puis la sécurité appuyée par le délégué général à la sûreté. Mais je vais vous dire que, à ma connaissance, Atanga Nji, avant qu'il n'arrive à ce ministère, a été l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Oui. Il a travaillé avec lui pendant des années, je sais, parce que je lui rendais visite dans ces bureaux là-bas. Et c'est quelqu'un vous le connaissez personnellement? Je le connais. Le jour où il est de bonne humeur, il décroche mes appels. Mais quand il ne veut pas, il ne décroche pas. Non, je ne peux pas renier que je ne connais pas l'homme. Je le connais très bien. Enfin, je le connais. Il m'a souvent fait l'honneur de m'inviter à son bureau quand il était à la présidence. Donc il a une proximité avec le chef de l'État. Cette proximité fait que quand il pose des actes, on a l'impression, le reste, on a l'impression que ça vient, des instructions viennent directement de la présidence, qu'il connaît parfaitement. Il y a des ministres ici qui ne connaissent pas la présidence. Atanga Nji connaît le ministère de la Communication, afin connaît la présidence de fond en comble. Et Atanga Nji, il a eu, jusqu'encore aujourd'hui d'ailleurs, il a géré la sécurité. Il est chargé de la sécurité. Il a une mission de la sécurité, du Conseil national de la sécurité. Il assume encore cette fonction-là. Et donc, je disais, cette proximité qu'il a avec le chef de l'État, le fait qu'il a travaillé toujours dans les problèmes de sécurité, tout cela fait en sorte que quand il prend des initiatives, fut-elle non recommandable, les autres ministres se tiennent au gras. Oui, ils ne disent pas grand-chose. Il faut que le Premier ministre prenne ce courage à deux mains, de temps en temps, pour le recadrer. Donc, ce sont ces éléments qui font que Atanga Nji se permet de parler tout haut, ce que les autres ministres ne peuvent pas. Le fait d'avoir travaillé avec le chef de l'État par le passé, d'avoir une certaine proximité avec eux. Si nous avons 60 ministres au gouvernement, il n'y a pas 10 qui ont travaillé dans cette proximité avec le chef de l'État. Je sais de quoi je parle parce que je vous dis, ce n'est pas dévoilé de secret, tout le monde le sait. Il a passé pratiquement toute sa vie politique à la présidence de la République. Mais il est le seul à manifester cette proximité comme ça.
Les autres la manifestent plus délicatement. Parce que peut-être lui, en lui confiant ses ministères, il a eu certainement des entretiens avec le président de la République qui disait « J'attends de vous que vous fassiez telle ou telle chose ». Autrement, on ne saurait expliquer cette liberté d'action qu'il se donne. Mais quand vous dites qu'il a eu certainement des entretiens, c'est la question que je vais tout à l'heure poser au docteur Marcel Simon. Le chef de l'État est également celui qui lors d'une interview, a dit qu'il voulait être celui, il voulait que les Camerounais gardent de lui l'image de l'homme qui avait apporté la démocratie. Dans la démocratie, il y a également liberté d'expression. Bon, oui, attendez, oui, parce qu'il y a un libertinage. Je reviendrai avec vous avec cette question-là. En terminant sur ce que je pense de M. Atangandi, de par son comportement vis-à-vis du public, je vais dire, je reviens sur ce que vous êtes en train de dire, il y a les paroles que prononce un homme public, un homme d'État, surtout un chef d'État, et puis les actes qu'il pose. Vous pensez sincèrement que le chef de l'État, Paul Biya, est un démocrate? Vous pensez réellement? Moi, non. Non. Vous voyez, le président est arrivé au pouvoir en 1982. Il a tenu ce propos en 1994. De 1982 à 1994, il s'est écoulé combien de temps? Dites-moi les actions d'un diplomate, d'un démocrate qu'il a posées. Je n'en connais pas. La démocratie qui est proclamée par M. Mitterrand en 1990 tombe sur la tête de certains chefs d'État comme une tuile. Et ils disent, bon, ok, très bien, chacun ira à son rythme. Ça veut dire que nous vivons dans un environnement où, Charles le disait tout à l'heure, vous avez le téléphone qui est une puissance. Si vous voulez dissimuler certaines choses ici, le monde entier sera au courant. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas, parce que la communication évolue tellement vite que si vous voulez dissimuler certaines choses, on vous le dira. Vous risquez de paraître un ringard. Donc, le président de la République, dans son comportement, n'a jamais donné l'impression qu'il a une culture de démocrate. Non. Dites-moi combien de fois, de 1982 à 2024, le nombre de fois que le chef de l'État a reçu sa presse, je dis sa presse locale. C'est ça les signes de la démocratie. Vous connaissez? Non. Il a reçu sa presse dans une interview une seule fois, en 87. C'est pas ça un démocrate. Il a une culture enfin, si je dis monarque, c'est peut-être trop, mais il a une culture de monarque. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. C'est-à-dire, chacun de nous, vous avez des révolutionnaires, vous avez des démocrates, vous avez des communistes, vous avez toutes sortes de choses. On ne peut pas, si on reconnaît à quelqu'un un déficit, enfin une absence de démocratie, il a une culture de monarque. Il y a des monarques dans le Golfe. En Afrique même, il y en a. Il y a le roi du Maroc. Il y a plein. Mitterrand était un monarque. De Gaulle, c'était un monarque. Donc, il a cette culture. Mais la démocratie, telle qu'on la pratique dans le monde un peu partout, telle que nous voulons qu'elle se pratique au Cameroun, n'est qu'un comportement idéologique qu'on a imposé à certains États africains. Mais quand ils rentrent chez eux, ils disent, ok, très bien, la démocratie, voilà. On va vous dire que la presse est là, elle est libre, elle écrit sur ce qu'elle veut. Il y a des titres multiples, il y a des télévisions, il y a des radios, mais ce ne sont pas des signes suffisants pour la manifestation de la démocratie. Le contact que le chef de l'État a, par exemple, avec sa presse, il s'exprime régulièrement à sa presse. À travers cela, la presse transmet, n'est-ce pas, à la population, l'orientation du pays que le chef d'État veut donner à ses compatriotes. Nous n'avons pas remarqué. Moi, je vais vous dire, je vous fais peut-être une révélation. Moi, j'ai écrit au chef de l'État 3 fois. 3 fois. Des interviews. Des demandes d'interview 3 fois. Je n'ai jamais eu de réponse. Même pas d'accusé de réception. 3 fois. Mais ça veut dire quoi? Je représente quand même une presse sérieuse, ce n'est pas une presse de caniveau. Alors lorsque vous vous adressez au chef de l'État pour demander une interview sur des sujets que vous estimez à la fois au plan national et au plan international, on ne répond pas. Il n'y a pas que lui. Des ministres n'ont pas souvent accordé des interviews. Pour moi, voilà des signes, des marques qu'on peut mettre les signes les uns à côté des autres pour dire que voilà, il y a des manifestations de démocratie dans ce pays. Très bien. Docteur Marcel Simon, avant maître, entre contrôle d'information, restriction des libertés,
sur le cas, la santé du chef de l'État. Je vais le dire, musellement de la presse, sur ce cas. C'est un exemple. Où est-ce qu'on se situe donc? Où est-ce qu'on situe le « je veux qu'on garde de moi, qu'on retienne de moi » l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun? Oui, je vais encore le réitérer. C'est effectivement à partir ou alors à travers lui qu'est venue la démocratie. Moi, je comprends parfaitement Xavier, mais je vais souligner quelque chose de très important. Il y a ce processus d'acculturation, là, quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, qui a été moulé, n'est-ce pas, dans un moule extérieur, oui, aura de la peine à mesurer, à percevoir, n'est-ce pas, ce phénomène chez nous. Ça renvoie un peu au plan d'ajustement structurel. J'ai souvent démontré aux étudiants, c'est pas que les plans d'ajustement structurel étaient mauvais, parce qu'ils étaient très bien conçus, mais simplement que ces plans n'étaient pas adaptés aux réalités africaines. C'est pour ça qu'elles n'ont pas marché. Donc jamais les plans d'ajustement n'ont été Pour revenir mauvais. à la démocratie, c'est pas que la démocratie est mauvaise, c'est juste que la démocratie adaptée c'est cette perception-là que nous avons aujourd'hui. On a été très clair ici à l'entame lorsqu'on parlait de liberté, en démontrant que la liberté ne devrait pas, parce qu'il y a juste un fossé entre la liberté et le libertinat. Il y a juste un fossé. Et ce fossé-là, en réalité, maintenant, qui fait problème. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a cette notion de liberté, de démocratie, de je peux dire et faire tout ce que je veux, qui amène nos jeunes dans des réseaux partout à se comporter comme ils se comportent, là, sous le prisme de la liberté ou de la démocratie. Et c'est pourquoi, à un moment, il faut leur dire, attention, oui, il y a une démocratie, il y a une liberté, mais elle a des limites. Et c'est cette limite-là qu'il faut les amener à comprendre. Donc je suis un peu gênée lorsque Xavier essaie de vous dire qu'il n'y a pas de liberté au Cameroun. J'ai dit, attendez, entre 82 à aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé au niveau de l'ouverture des médias, ça on ne va pas le refuser. Entre 82 et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé au niveau des partis politiques, on ne va pas le refuser. Entre 82 et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé au niveau de la liberté d'expression sur les plateaux. Les dimanches, qu'est-ce que vous n'entendez pas sur les plateaux? À un moment, je suis chez moi, j'écoute quelqu'un, je dis, mais mon Dieu, est-on encore dans un pays de droit? Je me pose la question. Et il finit, il ne s'inquiète pas, il s'en va, parce qu'il est sous le prisme de la liberté. Non, il faudrait bien qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Non, ne riez pas, mais c'est très sérieux. Il y a des moments où vous asseyez chez vous. Un pays où règne la liberté, c'est celui-là où il y a des prisonniers politiques? Je peux continuer, Charles? C'était une question. Continuer? Voilà, c'est une très belle question, je l'aime bien. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne cette notion de liberté et on se dit, tout nous est permis. Un pays où un parti politique se lève et organise une marche de chassement et vous me dites, on est dans la liberté. Mais attention, Xavier, il faudrait bien démontrer aux Camerounais que non, on est bien libre, mais il y a des limites. La limite un pays où un membre ou alors militant d'un parti vient vous dire, le grabataire, le vieux, le mouchard, je ne sais pas trop les termes. Mais non, mais attendez, on en a vu sur ce plateau. Dans ces pays, on en a vu sur des plateaux ici. Donc il faut dire aux Camerounais, la liberté, la démocratie, elle existe bel et bien, mais elle a des limites. Très bien. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Et surtout encore aux acteurs politiques. Parce que j'ai l'impression que ce sont ces personnes-là qui doivent encore aller à l'école de la démocratie. Je pense que si nos téléspectateurs devaient retenir quelque chose aujourd'hui, c'est l'exemple qu'a donné Xavier. Il est assez significatif de l'état de nos libertés. 42 ans de pouvoir, une interview avec sa propre presse. Une et une seule. C'était même Éric Tchindji. Très bien. Et en plus, c'était pour menacer. Encore cette fois-là. C'était pour dire, il suffit d'un coup de tête. Sinon, même avec ces populations... Charles, heureusement que les téléspectateurs ont retenu quelques exemples même que avec j'ai ces cités. populations, cette liberté-là aussi, c'est une certaine proximité entre le chef de l'État et ses populations. Vous vous souvenez de l'avoir vu à Douala combien de fois en 42 ans? Ni même à Yaoundé, à part le voir quand il passe dans son cortège. Le Cameroun n'est pas aussi... seulement Douala et Yaoundé, hein, je vous rappelle simplement. Ou alors il faut être dans son village natal. Voilà. Dans quelle autre partie du Cameroun il a sillonné? Nous entrons encore en élection. Là, la dernière fois, vous avez fait campagne avec sa photo. Et cette fois-ci, vous allez faire comment? Oui, allez organiser des marches de chassement. Oui, c'est une liberté, Marcel. Justement, organiser des marches de chassement. C'est une liberté. Je suis d'accord avec vous. C'est une liberté Mais ce que qui vaut à certains de nos compatriotes 7 ans de leur vie. Votre liberté, Charles, s'arrête là où celle de l'autre commence. Oui. Et quand vous allez retenir, vous aurez un comportement beaucoup plus responsable et citoyen, j'ai envie de le dire. Honnêtement. C'est la même liberté que celle qu'Yébé ici voulait prendre d'aller prier. Hein. C'est la même liberté que de et d'ailleurs, on a émis des points nous de ne vue sommes pas là-dessus. contents de vous, Monsieur le Président. C'est une liberté.
C'est une liberté. Il faudra que vous appreniez à la comprendre et à l'exercer. Maître René Roger Bébé, est-ce que vous avez l'impression que depuis 1990, enfin, si vous replongez dans vos souvenirs, depuis 1990, depuis les élections qui ont suivi, avez-vous l'impression que... Les élections de 92. De 92, les élections qui ont suivi 92. Avez-vous l'impression qu'il y a eu autant de pression, que ce soit sur la presse, que ce soit sur l'opinion avec les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui? Non. À l'époque, j'étais déjà pas un acteur politique, mais je suivais bien l'actualité. J'étais déjà avocat, je plaidais les procès de la liberté de la presse avec Séverin Tchunke et Pius Njao de regretter mémoire que je défendais avec le bâtonnier Charles Tchouga et Metenga Lemiano de regretter mémoire également. Donc, à l'époque, le ministre de l'administration territoriale était Gilbert André Tchungi. C'était un monsieur qui avait une certaine personnalité, une certaine carrure d'homme d'État. Il n'était pas tendre. Non. Il n'était pas tendre. Pas du tout. Mais il n'y avait pas, dans ses attitudes ou dans son discours, ce rabaissement langagier là, qui avilissait l'homme, qui pouvait avilir l'homme, avilir la République. Il n'y avait pas cela. À son époque, il y avait la censure de la presse. C'était très dur. Avec les emprisonnements, les arrestations. C'était extrêmement dur. Mais on n'avait pas atteint ce niveau de cacophonie, de rabaissement de la démocratie et de la République même. On n'avait pas piétiné autant la République. S'il faut qu'on revienne sur les exemples qui caractérisent ce rabaissement de la République, il suffit d'abord de faire un catalogue de quelques propos. Le molinex, les nounous, la bouche de la femme qui sent, les condiments, le marchand des œufs. Ce n'est pas le niveau de la République. C'est son style à lui, dans un contexte bien déterminé. Ça, ce n'est pas le niveau de la République. Dans aucun pays au monde, cela n'a jamais été vu. Même pas au Cameroun. Mais si le contexte est différent, qu'est-ce qui fait la particularité de l'élection qui arrive en 2025? Oui, avant d'arriver là, je voudrais dire aussi que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. À savoir que si M. Atangandji fait ce qu'il fait, son influence au sein du pouvoir. Oui, c'est parce qu'il a des soutiens quelque part. C'est parce que peut-être explicitement ou implicitement, il a l'aval. En fait, personne ne fait rien pour le recadrer, fortement. Même pas celui qui veut qu'on retienne de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie. Mais bien sûr, madame, c'est lui qui l'a nommé. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que je me souviens d'une lecture quand j'étais en terminale. J'avais lu un livre de Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du contrat social. Ouais. Je crois que c'est Les rêveries du promeneur solitaire. Les rêveries du promeneur solitaire. Jean-Jacques Rousseau s'était accordé une balade dans la forêt. Il avait contemplé la nature, il a vu l'harmonie, il s'est extasié. Et il a dit, je cite, « Je ne peux songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Fin de citation. C'est-à-dire que la nature était tellement bien harmonisée. Il y a la pluie, après il y a le soleil, après il y a la nuit, après Donc forcément, il y a quelqu'un qui a conçu tout cela. Donc si je reviens à ce qui nous préoccupe, je dirais que M. Atangandji ne peut pas faire tout ça sans qu'il y ait un commanditaire quelque part. Mais, je dis deux choses par rapport à lui. C'est que même quand vous voulez soutenir quelqu'un, vous voulez faire ce qu'on vous demande de faire, faites-le dans le cadre de la loi. Ça vous grandira et vous en bénéficierez. Ne comptez pas simplement sur les prébendes, sur les positions prébendières que vous occupez aujourd'hui. Parce que, et c'est la deuxième chose, demain, vous rendrez compte. Je vous prends juste un exemple. Autour du Führer, Hitler, à l'époque Hitler, il y avait les Goebbels, les Göring, les Himmler, et tous ces gens-là, qui allaient même au-delà de la pensée de Hitler. Ils faisaient tout. C'est-à-dire qu'ils étaient zélés, excessivement zélés, au point de défoncer même la pensée de Hitler. Et on sait ce qu'il en est advenu d'eux au procès de Nuremberg. On sait. Donc, il faut faire attention. Le contexte de Hitler, ce n'est pas du tout le même que Cameroun. Madame, l'histoire est là pour nous enseigner. Hein. Justement. Je sais que vous avez peur du CNC. mais moi, je le prends sur moi. Vous comprenez? Je suis par ailleurs enseignant. Oui. Voilà. Donc,
l'histoire est là pour nous enseigner. Je n'ai pas dit que M. Paul Biya est Hitler. Je n'ai pas dit qu'Atanga est Goebbels ou Hitler. Mais je dis prenons ce cas pour nous inspirer. Prenons même Mobutu, roi du Zaïre. C'est un bon exemple aussi. Donc c'est un peu ça, madame. Il faut que ces gens-là fassent attention. Demain, le peuple va leur demander des comptes. Très bien. Et qu'est-ce qui fait Charles Dicam, c'est la question? Il y a un adage. Oui. Vous allez me permettre d'être un peu ringard parce qu'on aime beaucoup citer les Français, les Américains. Mais quand vous citez votre propre terroir, on vous traite de villageois et de ringards. Il y a un adage chez moi qui dit que l'animal qui a une longue queue, comme le singe par exemple, ne saute pas par-dessus le feu. C'est périlleux. Parce que si vous sautez, la tête, le tronc, les membres peuvent traverser. Ouais. La queue peut même traverser en partie. Mais au moins le bout de la queue peut prendre feu. Et si le bout de la queue prend feu, qu'est-ce qui se passe? Le feu rattrape tout le corps. Donc, méditons cette pensée. Charles Dicam, qu'est-ce qui fait dans de l'élection de 2025 une élection particulière, un contexte particulier? C'est déjà la non-certitude que cette élection se tiendra en 2025. Qu'est-ce qui empêche? Pourtant, le calendrier électoral est bien précis. Ce sera en 2025, certainement en octobre. Oui, mais beaucoup de choses peuvent faire en sorte que ce calendrier électoral soit bousculé. Vous pensez que c'est aujourd'hui inscrit dans le marbre que nous irons aux élections en fin d'année prochaine? Non, ça ne l'est plus. La loi dit que nous devrions être là-bas l'année prochaine, mais tout peut se passer avant. C'est ce qui fait la particularité de cette élection. C'est ce qui fait la particularité de ce que tous les partis politiques dignes de ce nom doivent être prêts à aller aux élections demain matin s'il fallait. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de ces élections. Ces élections sont on ne peut plus particulières parce que même si ça arrivait, ce sont les élections d'une fin, une ère qui arrive à sa fin. C'est ce qui fait la particularité, parce qu'il n'y aura plus, ça ne pourra plus arriver après 2025. C'est ce qui en fait la particularité. Le contexte est là. Tout, je veux dire, même la nature est en train de nous révéler que nous allons vers des temps incertains. Vous voulez dire quelque chose, Dr Marcel Simon? Oui, au-delà de l'incertitude du calendrier qui est Charles, il y a un autre élément d'incertitude. C'est quoi? C'est que les précédentes élections, quand on y allait, le camp de l'acteur majoritaire du marché politique était un peu en ordre de bataille. On savait qui était le leader, qui allait être candidat et pour qui on allait battre campagne. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Cette fois, ce n'est plus le cas. Les couteaux sont sortis. Je rappelle qu'il y a eu quand même, malgré le fait que, comme vous dites, les couteaux seraient sortis, je rappelle quand même qu'il y a déjà eu des appels à candidature. Non, c'est comme la demande de Metz. Madame, faut pas lui donner plus d'importance. Je sais bien que vous n'y croyez pas. C'est comme les demandes de Metz. Vous êtes dans votre rôle, vous n'y croyez pas vous-même. Hein? Qui fait ces demandes-là? Personne ne veut plus de cette candidature. Le même d'ailleurs, il me semble. Personne n'y croit plus. Oui, parce qu'Henri Yeba ici a lancé un appel à candidature. Mais nous avons très bien dit ici unanimement que c'était dans le cas de l'Esbrouf qu'il fallait placer cela. Le jeu de l'hypocrisie. Mais vous l'aviez dit, il faut préciser. Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous étions d'accord, y compris vous. Oh là là. Pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Mec, je vous en prie. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose et la dossier c'est laissez que je le dise. Quand même. Vous allez me contredire après. Allez-y, maître. Oui. Je disais donc que le deuxième élément d'incertitude, c'est qu'on ne sait plus qui sera candidat. Et dès lors, le camp de l'acteur majoritaire n'est plus en ordre de bataille. Voilà un élément d'incertitude, voilà un élément de particularité, ou qui fait le particularisme de cette élection, de cette campagne électorale. Et c'est important. Si vous ratez d'analyser cette campagne et cette élection sous le prisme de cet élément-là, vous faussez pratiquement tout. Très bien, allez-y, docteur Simon. Léla, il faut avouer que les acteurs politiques ne cesseront de me surprendre. Vous posez une question, mais vous voyez, le regard est sur le RDPC, mon cher et tendre parti, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est sur mon parti qu'on se focalise. C'est-à-dire, moi-même qui suis du RDPC, moi, je n'ai pas un problème de candidature, mais quelqu'un qui est de notre parti vous dit, la difficulté 2025, c'est qu'au RDPC, on n'est pas sûr du candidat. C'est qu'au RDPC, il y a beaucoup de problèmes. Non, et c'est ça le véritable problème avec l'opposition. Vous allez présenter un candidat de 92 ans. C'est ça le véritable... C'est mon candidat. Oui, je pose juste la question. C'est ça le véritable problème. Je ne sais pas si Xavier, vous m'écoutez. Moi, c'est mon parti. Non, je pose juste écoutez, une question. Et les Camerounais vont prendre à témoin. Oui. Moi, j'aime mon parti. Vous allez présenter j'aime mon candidat. Oui, je crois que ce qui vous intéresse,
c'est dans votre parti, cherchez votre candidat, vous faites pareil. Et non, je vous comprends parfaitement, mais c'est étonnant la réponse que vous donnez. Moi, je dis bien, mais je suis très étonné de la réponse que vous donnez. Pour leur avenir, c'est candidat de 92 ans. Écoutez. Et tes enfants te croient. Je dis ceci. J'ai mon parti politique. Oui, on a compris. Des actions sont menées dans mon parti politique. Mais les vôtres, ça ne vous gêne pas. Et c'est ça le véritable problème de l'incompétence de l'opposition au Cameroun. Je vous le dis clairement. Incapable de s'associer, incapable de se mettre ensemble pour décider, pour regarder la même direction, incapable. Et comme ils sont dans une incapacité permanente, alors leur désir c'est quoi? C'est que Biagua mourir. D'ailleurs, on va le tuer même dans la pensée, parce que ça en fait, c'est lui qui nous fait peur. Je n'ai pas participé à l'émission, on a prononcé ce que tu viens de dire. C'est ça le véritable problème de l'opposition. Je dis que je n'ai pas participé au plateau où là tu viens de dire ce que tu viens de dire. Charles, on vous pose la question en 2025. Qu'est-ce qui fait la particularité? Moi, je m'attends à ce que vous me dites, au MRC, on est organisé comme ceci, on est organisé comme cela. Au PCRN, on organise. Mais je vous entends dire, non, au RDPC, on va présenter un candidat de 95 ans, alors vous voyez qu'on a toutes les chances. My God, mettez-vous au travail, parce qu'au RDPC, je vous assure, chers téléspectateurs, vous savez combien nous travaillons. Oui, allez. Et un candidat, nous le présenterons, ne vous gênez pas. Je pense que Dr Simon... Oh là là, c'est ça le véritable problème avec vous. Vous avez suivi Dr Simon dire que l'opposition est incapable de se réunir. Mais c'est ça, c'est clair. Mais est-ce que vous vous souvenez que votre ministre de l'administration territoriale a dit que c'est la table de deux partis politiques réunis, il met les membres de ce parti en prison? Et puis vous êtes en prison? Vous l'avez su. Il a dit où? Vous êtes en prison? Il n'a pas dit. Vous êtes en prison maintenant? Ça veut donc dire que vous n'êtes pas... Vous demandez si vous êtes en prison. Non, je ne me suis pas réuni. N'est-ce pas? Oui. On a les approches par compétence, c'est quoi? APC, quelque chose comme ça. On a les AFP, mais on a plein d'alliances aujourd'hui. Mais... Ils se réunissent où? Oh là là. On a plein d'alliances, oui ou non? Ils se réunissent où? J'ai dit, j'ai les APC. Deuxième élément. Où votre président est le... Deuxième élément. Comment on appelle? Est le leader. Oui, on a l'AFP. Attendez, deuxième élément. Le candidat naturel. On a le président. Le candidat naturel chez vous là-bas. Non, il y en a. Deuxième élément. On a tout. Deuxième élément. Vous dites qu'on ne fait rien, on ne se réunit pas et tout. Mais je dis que 7 partis politiques et des associations de la société civile se sont réunis et ont travaillé à proposer un nouveau code électoral. Une conférence de presse. Pour apporter des modifications, pas d'ailleurs de fond. On ne modifie pas les 2 tours, un tour d'élection, un tour à 2 tours, des trucs comme ça. Vraiment des modifications superficielles. Mais qu'est-ce qui en est advenu à cette partie, à cette coalition, à cette lors de la conférence de presse. C'était quelle dynamique? C'était quelle dynamique? Quelle coalition? Non, ce n'était pas une coalition. C'est un parti politique de l'opposition. Oui, et lorsqu'on parle de modification du code électoral, on sait quand même qu'il y a un espace dédié pour, non? À ce que je sache. Très bien. Moi, je pose simplement la question. Je veux dire qu'il... Non, je vous comprends parfaitement, mais vraiment, je crois qu'il y a un espace approprié, j'ai envie de dire. C'est lequel? Je vous demande. C'est lequel? Je vous demande, j'espère qu'il y a un espace approprié pour les propositions, pour tout ce qui va par rapport au... Non, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Et ce que je continue à dire, c'est que lorsqu'on vous pose une question par rapport à 2025, l'idéal... Non, je ne sens pas. L'idéal, c'est de penser à vous. C'est de dire ce que vous avez fait. Parce que nous, au RDPC, je vous en prie, on est suffisamment préparés pour affronter 2025. Merci. Alors, pour sortir de ce sujet, je propose qu'on prenne... Je propose qu'on prenne les réactions de 2 journalistes, Alex Gustave Azebazé et Annie Payeb, ce qu'ils pensent de l'interdiction du ministre. Ma principale gêne en lisant l'instruction du ministre de l'administration territoriale à ses collaborateurs déconcentrés qui sont le gouverneur, c'est de constater qu'il crée une dualité entre ce qu'il appelle la presse privée et visiblement une autre presse qui serait pour lui une presse sous son contrôle. C'est une erreur qu'il commet là parce que aucun code de déontologie ou éthique, aucune pratique éthique dans le domaine du journalisme nous différencie les médias privés des médias dits officiels au public. Évidemment, je peux comprendre que dans une situation qui est difficile à gérer pour le gouvernement, qu'ils essayent de faire des mises en garde
Mais le ton toujours belliqueux ou sentencieux du ministre n'est pas de nature à apaiser les rapports entre les citoyens en général, les médias en privé et les pouvoirs publics. Autant le dire, il vaut mieux inviter les médias à faire professionnellement leur job, selon les règles, les exigences déontologiques qui leur sont fixées par les codes, les chartes et codes de leur métier. Voilà ce que je peux dire, et je ne pense pas que jusqu'ici un média s'est permis un média en tout cas national s'est permis d'inventer des faits ou de faire ce que le ministre appelle les commentaires tendancieux. Et je pense que les commentaires tendancieux, c'est une infraction qui relève des juridictions, qui relève du pénal. Ça ne relève pas de l'impérium administratif du gouvernement. Évidemment, en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, c'est une décision qui est choquante parce que je ne sais pas pourquoi on veut faire de l'état de santé du président de la République un sujet totalement interdit. Il a toujours été un peu tabou, ça on le sait, même sous d'autres cieux. Mais on a bien vu qu'ailleurs, les présidents publient leur bulletin de santé, soit annuel, soit de temps en temps, ne serait-ce que pour rassurer ceux qui le gouvernent. Le président de la République, il est libre, s'il le veut, de publier son bulletin de santé, de nous informer de son état de santé ou pas, comme partout ailleurs. Encore que, on a vu les présidents Chirac, Hollande, publier quelques bribes d'informations sur leur état de santé, même s'ils n'en ont pas l'obligation légalement. Mais est-ce que tout ce qui n'est pas légal ne peut pas être légitime? Donc, je pense qu'ils se sont appuyés sur la légitimité de l'action, sur le droit, en quelque sorte, de ceux qui le gouvernent de savoir comment ils vont et surtout si cet état de santé-là peut affecter leur façon de diriger, peut affecter leur présidence, leur fonction. C'est tout à fait légitime qu'un peuple s'interroge sur l'état de santé du président. Alors, arriver publiquement à prendre une décision de ce genre, c'est mettre effectivement le métier du journalisme en danger. Ça va dans le sens du musellement qu'on a observé ces dernières années. Pour tous ceux qui observent la scène politique et sociale, vous verrez que ce ne sera pas une surprise qu'on en arrive là. Parce que, je l'ai dit souvent, les libertés publiques au Cameroun ont été extrêmement restreintes ces dernières années. Vous le savez, il est presque devenu impossible de tenir une manifestation publique, d'ailleurs de quelque sujet que ce soit. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas cette fébrilité, je ne sais pas où on va, ni ce qu'on nous envoie comme message. Aujourd'hui, c'est l'état de santé qui désormais est un sujet interdit. Demain, ce sera quoi exactement? Donc, je pense que c'est un signal dangereux, qui n'est pas rassurant, qui est envoyé à l'ensemble de la population camerounaise, qui est envoyé à la presse. On se rappelle tout dernièrement de la sortie du SNJC qui se plaignait justement des intimidations qui sont faites à l'encontre des journalistes. Jusqu'ici, ça se faisait de manière plus ou moins officieuse. Mais là, clairement, désormais, dans des communiqués publics, on vous dit, vous n'avez plus le droit de parler de tel sujet, de tel autre. Et après, ce sera quoi? Est-ce que c'est ça l'héritage de la démocratie dont on se vante tant de nous avoir apporté? Aujourd'hui, d'interdire aux Camerounais de parler, puisque c'est tout ce qui leur reste d'ailleurs, parler. Donc, et pour sortir de cette émission, on parle du débat sur la vacance du pouvoir qui s'intensifie au Cameroun. Xavier Messé, l'article 6 alinéa 4 de la Constitution camerounaise, révisé le 14 avril 2008, ne reconnaît que 3 cas de vacances, le décès, oui, la démission, oui, l'incapacité permanente constatée par le Conseil constitutionnel. Partant de là, comment est-ce que vous analysez l'intensification du débat sur la vacance avec les 45 jours qui sont avancés? Mais une fois de plus, les choses sont claires. Vous savez, lorsque vous voyez la composition, prenons simplement le Conseil constitutionnel. Prenons uniquement le Conseil. On peut s'étendre à l'ECAM, à autre chose. Le Conseil constitutionnel est majoritairement nommé, les membres sont nommés par le chef de l'État. Et il les nomme, ils sont des membres de son parti politique. Et ils se doivent d'être reconnaissants, ils se doivent parfois de passer à côté des dispositions constitutionnelles pour ne pas
manqué, n'est-ce pas, de renvoyer l'ascenseur à celui qui les a nommés. Je pense que si on tenait à respecter la Constitution, on ne devrait pas rappeler à ceux qui sont chargés de la faire appliquer, tout au moins en ce qui concerne la gestion de la vacance du pouvoir, on ne devrait pas leur rappeler ce qu'ils devraient faire. Eux-mêmes devraient se saisir des dispositions constitutionnelles qui leur donnent la mission, le pouvoir d'agir, ils devraient le faire. Vous l'avez dit, nous sommes à 45 jours de l'absence de chef de l'État, ne serait-ce que pour la forme. Les membres du Conseil constitutionnel devraient se réunir, prendre une décision qui ne serait pas forcément de constater la vacance, mais tout au moins de respecter les Camerounais, de respecter la Constitution pour nous donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Ils peuvent trouver des formules. Vous savez, lorsque le président est parti en Chine, on ne peut pas dire qu'il était absent du Cameroun, il était en train de travailler. Lorsqu'il voulait se rendre à la francophonie, on ne peut pas dire qu'il était absent. Il était dans ses missions. Ça veut dire que le temps du voyage en Chine, le temps du séjour en France pour la francophonie, même s'il n'y a pas participé, il était dans sa mission normale. À partir du moment où la francophonie s'est terminée, il ne s'est pas rendu auparavant en Allemagne, il n'est pas parti à Washington, à New York, il n'est pas parti aux États-Unis. Les membres du Conseil constitutionnel qui sont des gens suffisamment intelligents peuvent utiliser tout ça pour nous rassurer que, n'est-ce pas, le président, le président de la République, son absence n'est pas rentrée dans la période de la vacance décrite par la Constitution. À partir du moment où tous restent muets, il y a là... Mais est-ce que c'est une nouveauté dans la politique camerounaise, cette opacité autour mais justement, c'est ce que nous décrions tous les jours. À partir du moment où il reste muet, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de réunion. On l'a constaté sur ce plateau. C'est-à-dire l'absence ou le déficit de communication fait en sorte que les commentaires vont aller dans tous les sens et on n'a pas les moyens d'interdire que les commentaires aillent dans tous les sens. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard pour qu'on invite... Monsieur Clément Atangana de réunir ses collègues et qui puisse tout au moins, ne serait-ce que par respect des Camerounais, par respect de la Constitution, dire quelque chose, faire un décompte, comme je l'ai dit, faire un décompte du temps que le président a passé dans ses missions officielles et puis le temps où on pense que ces missions devaient être terminées et puis peut-être il lui restera encore beaucoup de temps pour constater qu'il n'est pas son pouvoir n'est pas rentré dans la vacance. Alors, Maître, la Constitution est claire sur les cas qui impliqueraient la vacance, on va le dire ainsi. Mais est-ce qu'il y a dans la loi un texte qui limite le temps que doit faire le chef de l'État à l'étranger? La réponse est cinglante. C'est non. Non. Nous avons tous entendu ici et là parler d'un délai de 45 jours. Oui. Non, ça n'existe pas dans la Constitution. Soyons sérieux, ce délai n'existe pas. Parlant de la vacance, vous avez cité 3 cas. Je vais d'abord dire que ce n'est pas une question d'abord facile. C'est-à-dire qu'on ne l'aborde pas avec aisance. Parce que si vous prenez les 3 cas, le premier c'est la mort, le décès. Nous ne sommes pas dans ce cas. Et ce cas ne pose pas de problème. Il est décédé, il est décédé. La loi dit comment on constate le décès au Cameroun. C'est les dispositions de l'ordonnance 81/029 du 21 juin 82 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, qui dit comment on constate les actes de l'état civil. Il y a l'acte de décès, l'acte de naissance et l'acte de mariage. Donc, on n'est pas dans ce cas. Il y a le deuxième cas qui est la démission. Nous ne sommes pas ici dans un cas de démission. C'est vrai, la démission doit être explicite, écrite, mais elle peut aussi être implicite. Mais nous ne sommes pas dans ce cas, parce que nous avons quelqu'un, le président Biya, qui est toujours entouré de tout l'appareil de la présidence de la République et par extension de l'État. Les communiqués sortent, donc il est toujours président de la République, il n'a pas démissionné. Donc ce cas ne nous intéresse pas ici. Nous tombons donc dans le 3e et dernier cas, qui est l'empêchement. Il faut savoir que l'empêchement, c'est quoi? C'est toute situation dans laquelle une personne chargée d'une fonction se trouve de ne plus pouvoir exercer cette fonction. Mais la loi distingue entre l'empêchement temporaire et l'empêchement définitif. L'empêchement temporaire ne donne pas lieu à la vacance de pouvoir.
il faut qu'il y ait empêchement définitif. Et c'est là où les choses commencent à se corser. Qui constate l'empêchement définitif? D'abord, quels sont les cas d'empêchement définitif? La Constitution le précise. La loi est muette là-dessus. La Constitution est muette, elle ne dit pas. Et je veux vous dire que c'est fait exprès. Pour rendre l'application de la vacance difficile, voire impossible au Cameroun. On ne vous dit pas quels sont les cas de vacances. Donc il peut même avoir débat là-dessus. Le Conseil constitutionnel dit, moi, ce n'est pas un cas d'empêchement définitif. Je vous prends des exemples précis pour qu'on se comprenne. La maladie, c'est un cas d'empêchement. Mais à quel niveau de la maladie va-t-on dire qu'il y a empêchement définitif? À quel niveau de la maladie? Malgré les expertises, le Conseil constitutionnel va apprécier en dernier ressort. À quel niveau de la maladie? Ça, c'est d'un. Autre cas d'empêchement qu'on peut imaginer. Un scandale. Un scandale énorme. Je donne un exemple. Qui entacherait l'image? Oui, un exemple. Un président de la République, je ne parle pas de Paul Biya, un président de la République est surpris dans une chambre d'hôtel ou je ne sais pas où, en train de violer une fille de 12 ans ou de 14 ans. Un président de la République qui cultive du chanvre et le vent. C'est des scandales énormes. Je ne parle pas du président de la République, Paul Biya. Vraiment, comprenons-nous. Rassurez-vous, ça ne J'essaie d'expliquer. Parce que la loi n'a rien dit là-dessus. Voilà, merci. Voilà. Vous voyez, dans ce cas, on peut penser que le président ne peut plus exercer la fonction. Mais tout est question d'appréciation. Je prends un dernier cas. Imaginez que des malfaisants, des terroristes, ou je ne sais pas qui, font irruption, s'emparent du président de la République et l'enlèvent. Ils l'amènent. Le président n'est pas au palais. À partir de quel moment allons-nous dire qu'il n'y a plus espoir de ramener le président? Et donc il est définitivement empêché. Puisqu'on libère les otages même après 6 mois, même après 1 an. À quel moment? Donc tout ça est fait exprès. Voilà le premier cas, donc la première vraie difficulté au niveau de la définition des cas d'empêchement. Deuxièmement, qui constate l'empêchement? Ok, c'est le Conseil constitutionnel. Mais qui saisit le Conseil constitutionnel? Ils ne sont pas saisis? Dans notre système, les juridictions ne s'auto-saisissent pas. Les juridictions ne s'auto-saisissent pas. Le juge ne peut pas s'auto-saisir. Le juge est saisi. Alors, vous allez me dire, l'article, la Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Difficulté encore. N'oubliez pas le contexte. Je l'ai dit dans le cadre du premier thème. Oui. Nous sommes dans un système essentiellement clientéliste. Tous ceux qui sont aux fonctions doivent leur position à une seule personne, le président de la République. Deuxièmement, toutes les institutions du Cameroun, Leïla, je dis bien toutes les institutions du Cameroun, prenez Eleka, prenez le Conseil constitutionnel, prenez la préfectorale, prenez le CNC, prenez toutes les institutions. La CONAR, elles travaillent uniquement à maintenir une personne au pouvoir, le président de la République. Analysez ce comme vous voulez. In fine, au fond, je vais dire au fond, vous trouverez que c'est de cela qu'il est question. Bon, si je ne vous arrête pas quand même, si je ne vous arrête pas quand même, vous ne pouvez pas dire que toutes ces institutions travaillent à maintenir le chef de l'État au pouvoir, mais soyons responsables. Vous êtes encastré dans la politique, parce que vous savez que tous les dés sont déjà... Le président de la République est au pouvoir depuis 42 ans. 42 ans. N'y a-t-il pas eu élection? Il a fait combien d'élections pour être maintenu à la présidence de la République? Plusieurs. Maintenu. Je crois 7, ou 8 ou 9. Vous voulez me dire, là, avant le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême qui examinait les irrégularités. En lieu et place du Conseil constitutionnel. Voilà. Que ce soit du temps de la Cour suprême ou du temps du Conseil constitutionnel, vous voulez me dire qu'il n'y a eu aucune élection qui ait été entachée d'irrégularités susceptible d'entraîner son annulation? Vous êtes journaliste. Non. Tout converge vers le maintien du président de la République à la tête de l'État. Tout. Dans un tel système clientéliste, donc, on a parlé tout à l'heure de la messe que certains ont voulu organiser. C'est dans le cadre de ce système clientéliste. C'est ça. Alors, dans un tel système, qui
va prendre l'initiative d'aller dire au Conseil constitutionnel, la loi me demande de vous saisir pour vous demander de constater la vacance de pouvoir à la tête de l'État. Prenons des exemples, élargissons même le cadre. Vous voyez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, sachant que Paul Biya vit et qui peut se relever, et que sa démarche peut être désavouée par le Conseil constitutionnel, que deviendrait-il? Prenez le président Niat. D'abord, il est malade, il est indisponible. Mais même s'il était là, vous le voyez, il est sénateur, pas élu. Nommé. Il n'est pas sénateur élu. Il est sénateur nommé. Mais il est président du Sénat. Il est président du Sénat. C'est lui qui va aller dire au Conseil constitutionnel, constater la vacance de pouvoir. Et je vais assurer l'intérim à la tête de celui, c'est-à-dire que de celui qui m'a fabriqué. À qui je dois tout. À qui je dois tout. Prenez le directeur de la SNH. Prenez le directeur de la... Prenez n'importe quelle institution, Léla. Personne ne saisira le Conseil constitutionnel. Très bien. C'est fait exprès. Mais maître, quand vous dites que tout concourt à ce que le président de la République soit maintenu, c'est un peu fataliste. Je veux dire, vous êtes militant d'un parti politique de l'opposition. Vous aspirez au pouvoir. Par magie. Votre discours... Non, je veux avec dire un président engagé qui s'exprime tous les jours, mais c'est par miracle, c'est ce que vous venez de dire. Elle me pose une question. En tout cas, les téléspectateurs ont compris. Est-ce que vous avez pensé à l'hypothèse que votre discours contribue à démobiliser vos militants et toutes ces personnes qui aspirent au changement et qui croient en vous? Oui, c'est une question très simple. Nous avons déjà répondu à cette question, y compris sur ce plateau. Mobiliser nos troupes ne veut pas dire leur cacher la vérité. C'est leur dire... Donc on y va en sachant qu'on perd, qu'on perdra. En fait, non. C'est ça. Quelle est la relation avec le résultat d'une élection? Oui. On a perdu en faisant quoi? Alors, on leur dit la vérité. Nous devrions nous substituer à ceux-là qui sont supposés faire état de la vacance. Mais le temps joue pour nous. Si vous voulez que je vous réponde franchement, le temps joue pour nous. Vous pensez que quand arrivera c'est ça l'opposition au Cameroun. On se limite à ce que le directeur du cabinet civil a dit. Quand arrivera la date de l'élection présidentielle. Et puis on prie Dieu tous les jours. Madame, s'il vous plaît, avec votre Docteur Marcel Simon. Quand arrivera la date. Le communiqué du directeur du cabinet civil, non, le communiqué du directeur du cabinet civil est clair sur la question et le ministre de l'administration territoriale a bien précisé que ce communiqué met fin au débat. Allez-y, Charles Dicam. Quand arrivera la date de l'élection présidentielle l'an prochain, pour autant que ce soit à cette date-là, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore ambiguïté? En quoi est-ce que nous aurions trompé nos militants? S'il n'est pas là, même Madame Simon saura qu'il n'est pas là. Très bien. Alors, Charles Dicam, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Non. On va passer la parole au docteur Marcel Simon. La Constitution est claire. En cas de vacances, le constat est fait par le Conseil constitutionnel, saisi par l'Assemblée nationale, par son président. Et c'est le président du Sénat, en l'occurrence Marcel Niatifendi, 90 ans, dans quelques jours, qui assure l'intérim, garantissant ainsi la continuité de l'État. Est-ce que ce schéma vous rassure? Excusez-moi, Léla, juste 2 secondes. Maître, je pense qu'il ne faut pas laisser passer. C'est très insidieux. Nous avons un discours, que ce soit au PCRN ou au MRC. Nous continuons de demander à nos militants d'exercer leur droit, qui est celui d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le prochain rendez-vous, c'est au 2 janvier. Oui. Nous travaillons à cela. Absolument. Nous travaillons à cela. Absolument. Donc surtout, ne parlons pas de démobilisation. C'est même une distraction, cette histoire-là. Parce que la solution à ce problème sortira de chez Madame Simon. Très bien. Docteur Marcel Simon, est-ce que le schéma vous rassure? Je veux dire que la Constitution dit qu'en cas de vacances, le constat est fait par le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale, et c'est le président du Sénat, Marcel Niatifendi, 90 ans. Oui, j'ai demandé le 26 octobre, qui assure l'intérim pour garantir la continuité de l'État. Est-ce que ce schéma vous rassure? Non, j'ai demandé que vous poursuiviez personnellement, parce que ce n'est pas terminé.
Mais allez-y. Non, je me suis arrêtée, je me suis arrêtée pour la question. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il y a une suite. Ça vous dit que c'est pas terminé. Ou le bureau du Sénat, si vous voulez. Oui, voilà, il faut bien terminer. Le Sénat, voilà. Je suis un peu... que je termine, que je poursuive. Je ne veux plus dire gênée, parce qu'avec l'opposition, vraiment, je m'attendais à ça. Et ça exprime, en fait, ça explique clairement ce que je vous disais à l'entame, c'est qu'on a une opposition qui n'a pas une force suffisante pour renverser c'est l'analyse de l'opposition à laquelle on t'invite, docteur. Non, le président du Sénat ou le bureau du Sénat. Allez-y. Oui, voilà. Je veux dire, on ne serait même pas en train de parler de vacances parce qu'il n'y en a pas. Ça, je le dis avec la dernière énergie. Il n'y en a pas. On a 3 conditions. Et le maître l'a très bien déroulé. Il n'y en a pas. Donc, on est en train de spéculer là pour rien. Mais d'où vient ce débat? La question, c'est d'où vient ce débat, le débat de 45 jours? Qui n'a pas, c'est-à-dire qui est dans le désir. Parce que c'est l'expression simplement du désir de l'opposition. Créer ce chaos-là, créer ce mouvement-là. Ce serait le chaos. Oh, je vous en prie. La vacance, ce serait le chaos. Je vous dis la vacance. Le cimetière est plein de gens qu'on croyait indispensables. Monsieur Dikam. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos. Et je vais vous dire, moi personnellement, je voudrais que ce soit Paul Biya qui nous passe le pouvoir. Donc moi, c'est le BAT en 2025 qui m'intéresse. Voilà ce que je voudrais entendre de votre je vous le rappelle au cas où. C'est ça qui m'intéresse. Surtout ne boycottez plus, c'est ça qui m'intéresse. Mais je dis que c'est lui que je voudrais. On a souffert la dernière fois de votre absence. Allez-y. Parce qu'on a besoin des acteurs, on a besoin... Vous avez vu Nganou hier, il fallait quelqu'un pour bosser. Voilà. Si on se retrouve au ring seul, on le fera avec qui? C'est avec vous, c'est avec le PCR, c'est avec tout le monde. Très bien. Mais le problème qu'on a avec l'opposition, je dis bien, le débat sur la vacance n'existerait pas, ou du moins ne devrait pas exister aujourd'hui. Parce que les conditions ne sont pas réunies, et ça nous le savons. Maître l'a très bien détaillé. Nous le savons. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Mais c'est malheureusement dans la même bouche cette opposition qui chaque fois vous dit on est dans une vacance, il y a une vacance. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un dans des réseaux, comme étudier vide, allez-y. Allez vous installer. On a parlé tout le long de cette émission. Parce qu'il y a ce désir effréné de s'installer à Outoudi. Bon, étudier livre, allez vous installer. C'est ça qui vous intéresse. On veut partir aux unes ensemble. On voudrait que tous les partis politiques, en fait, arrangez-vous comme vous voulez. Hein. On a l'APC, on a l'AFP, on a ATP, on a tout ce qu'on veut. Ce que le RDPC voudrait, c'est qu'en octobre 2025, qu'une représentation, qu'une candidature des partis politiques soit représentée pour que le meilleur candidat du RDPC remonte encore une fois de plus sa force et son expérience. Librement. Quoi? Faites des coalitions, ça ne m'engage pas. Non, je demande si elles peuvent des coalitions ne m'engagent pas. C'est pas la moi, mon RDPC, puisque je fais la mienne. Non, je demande si... Attendez, puisque je fais la mienne, moi j'ai des partis alliés, j'ai des personnes qui me soutiennent, non? De la même manière que je fais la mienne, j'ai envie de dire, monsieur le PCRN, faites la vôtre. Très bien. Que le MRC fasse la sienne et qu'en octobre 2025, on se retrouve sur le ring et on verra le meilleur gagnant. Charles Dikam, la constitution du Cameroun, je le dis encore, prévoit des mécanismes bien précis pour... C'est le docteur Marcel Simbo. Dans Charles Dikam, je le disais, la constitution du Cameroun prévoit des mécanismes bien précis pour assurer la stabilité de l'État. Pour autant, est-ce suffisant? Je veux dire, quand la presse n'a eu de cesse depuis quelques mois de parler des batailles au sommet de l'État, la guerre des clans pour le contrôle du pouvoir. Reprécisez votre question, s'il vous plaît. La Constitution, elle a prévu des mécanismes précis pour assurer la stabilité. En cas de vacances, si un jour ça arrive. Sauf que depuis quelques mois, la presse camerounaise parle de guerre de clans, de lutte de pouvoir. Est-ce que ça vous rassure, la Constitution, aujourd'hui? Ce sont les Camerounais qui me rassurent plus que la Constitution. Il y a des choses qui ne pourront plus se produire. Et c'est sur ça que je compte plus que sur la Constitution, puisqu'on l'a déjà vu manipulée par ceux-là même qui sont pourtant chargés de veiller à ce qu'elle soit respectée. Le message qui est clair et que constamment nous essayons d'envoyer à ceux-là, c'est que il faudra cette fois-ci qu'ils respectent les règles. Même comme elles ne sont pas parfaites, qu'on a demandé à ce qu'on en modifie quelques-unes, ils ont refusé. Alors au moins que celles existantes soient respectées. Ça passe par quoi? Tout à l'heure, docteur Simbo disait qu'elle aurait répondu à quelqu'un que le palais était vide, il pouvait y aller. Mais s'il y avait une communication efficiente de ce gouvernement, nous n'en serions pas là. Nous ne serions pas à nous poser des questions. Si nous ne voyions pas au quotidien des gens supposés faire partie de la même équipe
se tirer entre les jambes. Nous n'en saurions pas ce type de supputation. Donc ce sont les comportements des gouvernants qui amènent les Camerounais, et par excellence la presse ou les partis politiques, à constater un certain nombre de choses. Ils ne parlent plus d'une seule voix. Nonobstant cela, je vous ai dit tout à l'heure que moi, personnellement, c'est Paul Biya que je veux battre en octobre de l'année prochaine. Voilà, c'est lui que je veux battre. C'est lui que je veux voir, lui aussi, remettre quelque chose qu'il a reçu, mais pour lequel lui, par contre, il ne s'est pas battu. J'espère qu'il aura cette élégance. Maintenant, s'il n'est pas là, on fera sans lui. Maintenant, s'il n'est pas là, ce sera d'autant plus facile parce qu'il n'y aura plus un candidat en face. Il n'y en aura plus. Le RDPC tient par la vie de Paul Biya. Just wait and see. Et c'est ça qui les inquiète. Oh là, en ce moment, parce qu'ils n'ont pas de solution de recharge. Il n'y a pas de numéro 2. Voilà un parti où il n'y a pas. Même nominalement, il n'y a pas de numéro 2. Octobre n'est pas loin, Charles. Vous comprenez? Préparez-vous même nominalement. simplement. Parce que ce soit dans nos partis d'opposition ou ailleurs, vous savez quand même qu'il y a un vice-président. Chez eux, il n'y a rien. C'est le maître ou rien. Après lui, rien. Et bon, et donc, du coup, derrière, beaucoup d'ambitions naissent. Et c'est ce climat ambiant, ajouté donc à ce nouveau fait divers de l'absence prolongée du territoire du chef de l'État, qui fait que nous en soyons à parler de vacances. C'est de toutes ces choses-là, mises bout à bout. Si le climat était plus serein dans leur famille, et que des actes étaient posés qui montrent la présence et la force de l'État, nous n'en serions pas là. C'est l'accumulation de... Mais écoutez, il a fallu que les réseaux sociaux s'enflamment pour que tout d'un coup on ait 4 versions différentes de la bonne santé de quelqu'un. C'est pas la preuve de sérénité. Donc ça ne peut que pousser à poser ce genre de questions. Ça aura permis aux Camerounais aussi de savoir que tout a été fait à la même période d'ailleurs où il s'est ouvert la possibilité de se présenter N fois. C'est à cette occasion-là qu'ils ont tripatouillé la Constitution pour faire en sorte que ce soit quasiment personne ne puisse constater sa vacance. Mais il y a un élément sur lequel personne n'a prise, hélas, la nature. Alors, Xavier Messier, j'aimerais qu'on aborde... Ah, personne n'y échappe, ça c'est clair. Personne n'y échappe. Et il n'y a pas de vieux ni de jeune là-dedans. Est-ce que vous avez remarqué que la question que vous venez de poser à M. Ndikampo, oui, la préoccupation que vous avez soulevée rejoint celle que j'ai soulevée. Quand vous avez dit que nous risquerions de décourager les populations. Non. Vous avez vu qu'on ne décourage pas les populations. Il s'agit juste de leur dire la vérité pour les réarmer efficacement. Mais que vous démontrez j'aimerais qu'on aborde... que vous ne pouvez pas battre le RDPC précisément son excellence. C'est ce que vous leur démontrez. C'est ce qu'ils sont en train de voir. J'aimerais qu'on aborde ce sujet sous un autre angle. Il y a eu ce que beaucoup ont appelé la distraction avec le football, c'est-à-dire le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, avec une fin de match sifflé par le président de la République à travers le Premier ministre chef du gouvernement. À peine on en sort, il y a cette nouvelle actualité, c'est Paul Biya, et l'opposition dans tout ça. Arrêtez-moi, Xavier Messier, si je me trompe, mais depuis avril au moins, l'opposition camerounaise n'a pas eu l'occasion d'être sous le feu des projecteurs, à proprement parler. Oui, la question. Et si tout ceci était savamment orchestré? Les stratégies de conservation de pouvoir dans un système, pas uniquement celui du Cameroun, ces stratégies sont multiples. Je l'ai dit, je peux répéter parce que quelqu'un vient de le dire sur ce plateau, la concentration de tous les pouvoirs, de toutes les structures par une seule personne. Ça, c'est un déficit, non pas un déficit, un manque total de démocratie. C'est ça, je l'ai dit. Et puis, voilà, quand il a fait cette litanie, je me suis rendu compte encore que je n'avais pas très tort. Et vous voyez, lorsque le système n'est pas suffisamment démocratique, il peut créer ce genre de distorsion, ce genre de stratégie pour faire passer le temps et pour oublier parfois l'essentiel, aller vers des choses périphériques qui peuvent être celles-là. Et également, ce système peut créer ces choses périphériques. Je parle par exemple de conflit qui a pris provisoirement fin entre le MINSEP et la FECAFOOT. C'est un conflit qui a été organisé, créé de toutes pièces. Entretenu. Il a été entretenu. Lorsqu'on voit qu'on va aller vers la catastrophe, on siffle, n'est-ce pas, la fin de la récréation. On a vu, parce que
la réorganisation de la FECAFOOT avec des dispositions réglementaires qui ont été introduites, sachant très bien qu'un conflit entre le gouvernement et la FECAFOOT va entraîner, n'est-ce pas, la FIFA à intervenir et aller vers une menace de suspension. On l'a vu venir. Et pendant pratiquement 3 mois, on n'a parlé que des taux et de MINCEP, ainsi de suite. Parfois, c'était devenu nocif. Et les activités des partis politiques de l'opposition aux oubliés. Maintenant, j'affirme. Je n'accepte pas. J'affirme que c'était de la distraction. Maintenant, pour venir sur... Non, je veux dire, on ne dit pas que vous ne travaillez pas. Maintenant, le second volet... Être sous le feu des projecteurs. Voilà. Maintenant, le second volet de votre question par rapport au comportement des partis d'opposition, un parti d'opposition, c'est quoi? C'est l'action permanente sur le terrain. C'est la mobilisation. C'est les réunions. L'éducation. C'est l'éducation. C'est les manifestations publiques. Alors, il n'y a rien d'autre. Hein. Le staff réfléchit et on mobilise les médias. On invite les médias à s'associer, à couvrir leurs manifestations. Mais quand celles-ci sont interdites, les manifestations publiques, elles sont interdites. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, je suis pas... Elles sont interdites. Oui, j'ai envie de dire, alors, vous avez cité, Xavier, les fonctions des partis d'opposition, c'est pas... des partis politiques de manière générale. Il reste maintenant, si vous permettez, il reste maintenant que les leaders de partis d'opposition, s'ils veulent, ils vont aller de temps en temps vers les médias pour accorder une interview, et ainsi de suite. Et ce sont des actions très, très insuffisantes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller vers les médias, ce n'est pas tout le monde qui consomme les médias. Mais des manifestations publiques, marcher, protester contre une loi, protester contre une décision gouvernementale, ça c'est l'action de l'opposition. Mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, l'opposition est muselée. C'est ça. Elle est muselée. Et puis j'ai vu également, je pense que ce n'est pas Charles qui m'a dit. Je veux dire, même si muselée, Xavier Messé, depuis 2018 au moins, depuis l'élection de 2018 au moins, bien que le MRC ne soit pas allé à l'élection de 2020, le PCRN, le MRC, ont trouvé le moyen, depuis 2018 au moins, de rester dans l'actualité. Je vais dire, même dans les émissions de débat, au moins 2 fois par mois, ou 1 fois par mois, que ce soit le MRC, que ce soit le PCRN, était en sujet. Mais depuis avril 2024, il n'y en a eu que pour la Fédération camerounaise et le MINCEP, et à peine on en sort, on parle de vacances, on parle de la santé du chef de l'État. Mais écoutez, moi je ne sais pas ce que vous appelez opposition au Cameroun, hein. Je ne sais pas. Encore que ça ne se limite pas, l'opposition ne se limite pas à ces deux. Pour moi, représentent l'opposition. Encore que ça ne se limite pas qu'à eux deux, oui. Ils sont nombreux. J'ai dit que je n'en vois pas beaucoup. Ils sont certainement nombreux, mais je n'en vois pas beaucoup parce que les gens qui ont une coalition avec le RDPC, le parti au pouvoir, qui ont des coalitions avec, qui ont des proximités. Xavier, à la fois, il y a le SDF, il est des nôtres. Bon. Il y a plein d'oppositions. Je ne vais pas commencer à juger les partis politiques, parce que moi, je n'en fais pas partie. Oui. Mais ce que je vois, ce que je constate en tant qu'observateur, journaliste observateur, je vois que le MRC et le PCRN, à un moment donné, ont voulu créer des coalitions, n'est-ce pas, pour mutualiser les synergies et aller poser des actes, pour aller à la conquête du pouvoir. Ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le pouvoir s'en est impliqué. J'ai lu des communiqués d'intimidation. Oui, j'ai lu des communiqués d'intimidation de Minat qui a dit il n'est pas question. Je pense que. Hein, tout à fait. Voilà, mais je me souviens également de la réaction du président du PCRN qui s'offusquait du fait qu'on l'appelle dans une coalition. Les partis politiques qui posent des actes au quotidien, ce sont ceux qui sont sur les médias, ce sont ceux qui se font inviter sur les plateaux de radio et télévision et qui s'expriment au quotidien. Mais leur action, parce qu'on ne peut pas vous interdire ici d'inviter quelqu'un, vous êtes libre d'inviter et vous invitez ceux qui sont suffisamment représentatifs. Mais les autres, on ne voit pas. Mais je me dis donc, en dehors de partager... Le SDF, à part, et tous les autres partis politiques de l'opposition. Oui. Madame. Oui, Xavier Besson. Si vous continuez de citer le SDF comme faisant partie de l'opposition, ça me gêne. Donc il est parti au pouvoir. Mais c'est une belle nouvelle, Xavier. Ça me gênerait. Je vous assure, je ne savais pas moi aussi. Ça m'intéresse. Non, le SDF n'est pas sur ce plateau, mais je ne vais pas vous laisser faire. Non, pas moi. Je ne vais pas laisser faire. Le SDF n'est pas sur le plateau. Bon, d'accord. Moi, je dis donc, en dehors des plateaux de télévision qui sont partagés par ces partis politiques qui sont là, et peut-être deux, il y a l'UPC de temps en temps,
Et je ne vois pas la possibilité pour les partis politiques d'opposition de poser des actes publics comme je vois l'opposition se manifester ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Sur la même question, je veux dire, et si tout ceci était savamment orchestré? Je le disais avec Xavier Messi, depuis 2018 au moins, les partis politiques de l'opposition, que ce soit le PCRN, je ne cite que vous deux parce que vous êtes sur le plateau, que ce soit le PCRN, que ce soit le MRC, vous avez toujours trouvé le moyen de rester dans l'actualité. Même quand le MRC n'est pas allé aux élections en 2020, vous avez trouvé le moyen de rester dans l'actualité. Mais depuis avril 2024 au moins, il n'y en a eu que pour le MINSEP et la FECAFOOT. Ensuite, on a commencé à parler des inscriptions sur les listes électorales, on en parlait avec les partis politiques, mais quand l'actualité MINSEP FECAFOOT est arrivée, on ne parlait plus que de ça. À peine on en sort, on commence à parler du chef de l'État. Et si tout ceci était savamment orchestré? Là, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que je vous rappelle que les inscriptions étaient closes au 31 août et que ça a été ça, l'actualité, au moins tout le mois d'août. Au moins tout le mois d'août. La preuve, il y a des preuves en images, y compris sur STV. Donc de l'affluence des Camerounais à vouloir s'inscrire sur les listes électorales. Ça a été l'actualité. Maintenant, c'est vrai, il y a eu cette distraction MINSEP qui a... D'ailleurs, je suis étonné que par moment j'entende dire que ce serait le MRC. Non, des hiboux, il y en avait dans tous les partis politiques. Des églésiens, il y en avait dans tous les partis politiques. Donc c'est au moins une chose sur laquelle aucun parti politique ne s'est prononcé. De peur même peut-être de diviser en son sein. D'accord ? Voilà. C'est la première fois que le football a été, alors que jusque-là, il était fédérateur, à diviser. D'accord ? On a fait le point sur ça. Je pense qu'on n'y reviendra plus. On n'y reviendra plus parce que les acteurs eux-mêmes n'ont plus intérêt à retourner en arrière. Ce serait un sacrifice. Maintenant, est-ce que... Non, faut tout de même pas trop prêter à ces gens. Je ne pense pas qu'ils aient été, comment dirais-je, ils ont même plutôt été dépassés par une de leurs créatures, propres créatures à eux. Non, je ne pense pas que leur intelligence ait été au point de nous occuper ou de vouloir que tout le monde suive. Non. Comme là, ils ne sont pas responsables du tout, ils aimeraient bien savoir où est leur patron, eux-mêmes, là où ils sont là. Donc, je veux dire, ça, c'est la nature qui nous a imposé ce deuxième acte-là. Ils n'y sont pour rien non plus. Très bien. Et je dis bien, faites confiance à Dame Nature. Faites confiance à Dame Nature. Et je pense que nous reviendrons bientôt ici. Et parce que Dame Nature aura agi et aura fait en sorte que les choses soient beaucoup plus claires pour les Camerounais. Je m'exprime en français facile. Chacun maintenant, moi je suis responsable de ce que je dis parce que je sais pourquoi je l'ai dit et comment je l'ai compris. Je ne suis pas responsable de comment les autres l'auront compris. Alors, maître, sur la même question, stratégie sur la route de 2025, est-ce que vous pensez à cette hypothèse? Je veux dire, en 2018 par exemple, on a beaucoup parlé de l'âge du chef de l'État. Et lorsqu'il est revenu, c'était ça son slogan, la force de l'expérience. Est-ce que tout ce qu'on vit depuis avril peut être une stratégie politique? Je serais enclin à penser comme M. Ndjikam tout à l'heure que je ne pense pas que ce soit des stratégies pensées en amont pour créer la dispersion ou la démobilisation. Vous n'accordez finalement pas beaucoup d'intelligence aux militants du RDPC, aux stratèges du RDPC? Non, je pense que leur intelligence... Au finish, ils sont toujours surpris. Leur intelligence a été suffisamment illustrée dans le domaine de la kleptomanie uniquement. De la kleptomanie uniquement. Je pense, l'intelligence stratégique. Je ne peux pas vous laisser dire que tous les militants du RDPC sont des kleptomanes. Je veux dire que ceux qui sont... Non, pas les militants. Oh, ok, d'accord. Pas les militants. Ah, non. Les stratèges. Elle-même, docteur Simo, qui est ici, elle n'a même pas possibilité de pratiquer la kleptomanie. Elle est loin de la table à manger. Elle est loin. Elle aspire, mais elle n'y est pas. Elle aspire à y être. Poursuivez, maître, poursuivez. Donc, je veux dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Il s'agit tout simplement d'un système qui lui-même n'a pas de repère. Le système n'a pas de repère lui-même. Est-ce que vous savez, madame, que certains ministres, certains hauts responsables de la République vont dans les réseaux sociaux eux aussi pour avoir les nouvelles du chef de l'État? Ils vont dans les réseaux sociaux pour avoir les nouvelles. Sinon, qui les leur donne? Qui les leur donne? Le chef de l'État est ensuite à Genève avec son épouse et le directeur du cabinet civil.
C'est eux qui appellent les ministres ici pour leur dire quel est l'état de santé du chef de l'État. Vous y croyez vraiment? Je n'y crois pas. Très bien. Docteur Marcel Simon, sur la même question. Si vous permettez que je sorte. Oui, allez-y. Parce que ça serait une injure un peu que je laisserai passer. Nous parlions tout à l'heure du ministre Atangandji. Et docteur Simon a lu l'article 113 du Code pénal. Oui. Qui interdit la propagation de fausses nouvelles. Oui. Et elle a dit, sanctionne. Oui, qui interdit et qui sanctionne. Et elle a dit qu'elle prend le communiqué du 9 octobre, je crois, du ministre Atangandji. Enfin, la correspondance du comme étant une mise en garde pour que les Camerounais ne tombent pas sous le coup de cet article. Je dis, mais vraiment, n'insultons pas l'intelligence des Camerounais. Il n'y a que cette disposition dans le Code pénal. Le Code pénal dont elle parle là interdit les détournements des deniers publics. Le Code pénal interdit les détournements des deniers publics. Où est le lien avec le mien? Parce que j'ai l'impression... Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le ministre, de la Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, ne prend pas des communiqués ou des lettres pour dire, voilà, je vous mets en garde, ne détournez plus les fonds publics? Là, c'est autre chose, mais... Permettez. On a parlé, c'est pour faire le temps. C'est une question d'ordre public, c'est une question d'ordre public. Bien sûr, on ne peut pas laisser les Camerounais là-dedans. On va me le reprocher en tant qu'avocat sur le plateau. Vous comprenez? Oui. Elle l'a dit, on peut la comprendre. Mais moi, en tant qu'avocat, on ne comprendrait pas. Le code... Oh là là, quand vous dites... Allez-y, maître. Donc, je voulais dire que le ministre devrait donc aussi prendre des communiqués ou des lettres pour dire qu'il est interdit il est interdit, par exemple, de vendre les thermomètres à l'État. Il est interdit de vendre les seaux que le chef de l'État donne aux populations. Il devrait prendre des communiqués là-dessus. Il devrait aussi dire qu'il est interdit d'emprunter de l'argent dans des institutions et de ne pas rembourser. Il devrait prendre des communiqués là-dessus. Le vol compulsif, oui. Il y a des sujets sur lesquels nous ne devrons pas nous disperser, nous crêper les chignons. Non, à vous écouter, j'ai l'impression d'avoir menti. Et ça dit que l'article 113 n'est pas clair. Non, Maintenant, vous voulez ajouter autre chose. Nous sommes tous d'accord. Vous voulez ajouter autre chose, nous sommes tous d'accord. Non, attendez. Mais à vous entendre, on a l'impression que l'article 112... Non, voilà, vous ne m'avez pas compris. Il faut bien que c'est parce que vous avez fait le lien entre l'article 113 et la sortie du ministre. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est ce que je demande. Maintenant, vous voulez qu'il ajoute autre chose lié à la corruption, au détournement. Je suis d'accord avec vous. Nous sortons de cette émission avec vous, docteur Marcel Simon, sur la polémique. Est-ce que cette polémique pourrait cacher quelque chose, la polémique sur la vacance? Non, je suis en train de dire, d'ailleurs à l'entame, j'ai été claire en vous disant, on ne devrait même pas parler de vacances, parce que ça n'existe pas. Mais ce que je vais souligner et rappeler encore aux acteurs politiques, parce que c'est important, nous sommes dans l'action politique, c'est simplement que mettez-vous au travail. 2025 est proche, 2025 est là, et rassurez-vous, le RDPC n'a pas un problème de candidat, le RDPC n'a pas une problématique liée à un quelconque candidat. Alors, et nous invitons d'ailleurs tous les partis politiques à se mobiliser, à se présenter, parce que nous ne voulons pas atterrir sur le ring vraiment sans acteur, sans adversaire. Vous avez vu comment Nganou a réagi hier. On a besoin d'un adversaire qu'on cognerait avec élégance et on démontrera une fois de plus la véritable force de l'espérance. Toujours dans la récupération, le Cameroun, vous avez fait quoi pour Nganou? Oh là là, oh là là. Merci. Vous avez fait quoi pour Nganou? Oh là là, c'est un autre débat. Oui, vous avez fait quoi pour Nganou? C'est un autre débat, maître. Il est parti par le désert. C'est un autre débat. Oui, vraiment, c'est un autre débat. Faisons-le en 30 secondes. Oui, c'est pas aujourd'hui. Non, quand même, c'est pas un débat comme celui en 30 secondes. Donc, si on nous invite ici à un débat, vous viendrez... sérieux dans des choses. Attendez. Si on nous invite à un débat ici, vous viendrez décliner ce que l'État du Cameroun a fait pour Nganou. C'est ce que vous voulez dire? Je dis bien, à l'entame de cette émission, vous avez démontré aux Camerounais que vous êtes fiers du drapeau hissé par Nganou. Alors si à la fin de l'émission, vous voulez démontrer aux Camerounais que Nganou n'est plus Camerounais, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Merci. Et je continue à vous dire, on a besoin des partis politiques au soir du solide pour affronter le RDPC. Parce que nous avons les candidats pour nous. Le candidat, nous n'avons pas. Et c'est ça le problème avec l'opposition. Vous ne croyez pas en vous. Vous n'avez pas foi en vous. C'est d'ailleurs pour ça que vous mettez l'accent sur le dialogue social. Ce qui me rassure,
Parce que le darwinisme social prendra tout le monde. C'est une solution naturelle. Je partirai, monsieur Dicam. Vous partiriez. Il partira. Tout le monde partira. Ce n'est pas une question d'âge. Ce qui me rassure, docteur, c'est que le verre est dans votre désir permanent, c'est que Biya doit mourir pour pouvoir vous exprimer. Je le dis encore, le directeur du cabinet civil. Non, c'est ce qui est là. Le directeur du cabinet civil a dans son communiqué, il a précisé les choses et le ministre de l'administration territoriale a écrit au gouverneur. Nous n'avons pas l'intention. Et ce n'est pas une question d'âge. Non, je veux préciser, c'est moi qui le dis. Voilà. Et je vous dis encore, si vous souhaitez sa mort, dites-le. Non, personne. La nature agit pour tout le monde. C'est pas, en matière de mort, il n'y a pas d'âge. Voilà. Alors arrêtez les programmes politiques liés à l'âge. Merci. Travaillez et on vous attend. Merci. Travaillez et on vous attend le 25 merci. Au soir 2025. Merci docteur Marcel Le Simon d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Xavier Messé, d'avoir été là ce dimanche. Ah, vous n'avez jamais fait de plateau avec docteur Marcel Simon? Non, mais pas de manière aussi dynamique. Moi aussi, je la découvre aujourd'hui. Non, elle est souvent. Nous avons fait des plateaux, oui. Nous avons travaillé, mais je dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas, elle a mangé de... Elle est souvent... Le contexte, c'est pas facile pour eux. Ah bon, tout le monde se lâche maintenant. Vous voyez. Merci Charles Dicam d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous. Maître René Roger Bébé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous.